pépère. Allez, l'équipe sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image. Et la joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse-Patate, donc épisode du mois de mars, de la première moitié du mois de mars, donc, où on va revenir comme promis sur Paris-Nice, sur Tirreno Adriatico, sur Milan-San Remo. Et donc pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont à nouveau trois. Nous avons déjà, il y a mon homonyme déjà, Théo qui fait son retour, alias Voilà, Ninthéo. Théo, c'est ça. Voilà. Salut à tous. Avec le micro le plus pourri des trois, hein, je vous rassure, mais bon, il est quand même de qualité suffisante, on va dire. Hein. Il a passé, disons, le test. On a également Johan, qui est désormais un habitué, il est là tout le temps depuis le début de l'année. Bonjour à tous. Voilà, encore une fois, donc c'est 3 de 3 à la suite, hein, attention. Un de plus et tu passes la question pour un champion. Oh là là. Et le podcast commence sur des blagues de très haut niveau. Et un nouvel arrivant, voilà, une légende du forum Le Groupe Eto. Hein. Alors là, pas de pression du tout sur cette introduction. C'est Adrien, alias Carrefour de l'Arbre. Ah, bonjour à tous. Voilà, donc première apparition dans le podcast. Est-ce que tu as la larme à l'œil T'as la pression un petit peu ? Non, ça me fait très plaisir parce que j'étais présent en interne l'année dernière pour le podcast, mais d'être avec vous, ça fait plaisir. Aujourd'hui au programme, donc, la première moitié du mois de mars, donc Paris-Nice, Tirreno et Milan-San Remo. Beaucoup de choses à dire sur des courses où il s'est passé énormément de choses, notamment sur Paris-Nice, donc qui va être la première course dont on va parler. Donc je le rappelle vite fait, remporté par Sergio Henao, le coureur de la Sky, pour seulement 2 petites secondes devant Contador. Ça fait 2 années de suite que Contador se fait fumer sur, vraiment pour très peu de temps. L'année dernière, il est perdu pour 4 secondes, je crois, sur Thomas. Donc c'est l'habitude pour le pistolero. Bon, il n'y aura pas de suite parce que l'année prochaine, normalement, il est à la retraite, le petit Contador. Donc déjà... je crois pas, hein. Je crois qu'il a prolongé. Tu crois qu'il a prolongé ? Ah, ça fait combien de fois qu'il... encore un an. Ah ouais. Ah bah les gars, Ouais. je suis même pas au courant. Je crois qu'il avait juste 2018, prolongé d'un an. Si, il a prolongé. Il est, je crois, en 2018 ce contrat avec Trek. Ah Ouais, ouais. il a signé 2 ans, je crois. Ah d'accord, bon ben voilà, Prochain, il perd 2 secondes, il réduit encore. un présentateur au top de la qualité, hein, excusez-moi. Ça fait 2 ans qu'il ça fait déjà cette année il devait même pas la faire. Il a reprolongé. Ah ouais d'accord. Le mec bon pas de souci. Éternel. C'est ça. Bon pour l'instant deuxième de Paris-Nice, c'est qu'il en a encore un petit peu dans les jambes. Hein. Mais pour commencer déjà sur le Paris-Nice, on avait lors de précédents podcasts un petit peu parlé du parcours, etc. Il y en avait certains qui avaient un petit peu critiqué notamment le col de la Couillole, qu'il n'y avait pas assez de difficultés avant sur l'étape précédente pour que vraiment le col de la Couillole soit vraiment décisif, enfin, où il se passe beaucoup de choses. Et ben, cette édition du Paris-Nice a un petit peu donné tort à ces gens parce que, alors, peut-être seulement pas à cause du parcours, mais plus à cause des conditions climatiques, mais ça a été un Paris-Nice absolument fou, notamment sur la première moitié de course. C'était incroyable. Adrien, vas-y, je te laisse commencer. Ouais, de mon côté, pas vraiment de surprise, parce que vu les conditions climatiques et le parcours en question, avec des routes très exposées au vent, il fallait s'attendre à ce que ça pète. D'ailleurs, je l'avais évoqué sur le forum à ce moment-là. Donc, pas vraiment de surprise, c'est les 2 premiers jours qu'on fait le plus d'écart en délimitant un certain nombre de coureurs pour le classement général. On n'avait plus que 15 types pour la victoire finale au bout de 2 jours. Donc, non, un très bon cru pour Paris-Nice. J'irais même jusqu'à dire que la journée décisive, c'est celle du dimanche. Voilà. Le premier dimanche qui a été la journée la plus décisive selon moi. Bah, c'est celle où d'ailleurs Richie Porte se prend 15 ou 20 minutes dans la tronche. Et sans ça, ça aurait été... Porte, il se prend le cadence sur C'est la deuxième. Ah oui, pardon. Oui, la deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi ? Ah, c'était le lundi peut-être, excusez-moi. Ouais. C'est ça, la deuxième étape, c'est à midi le lundi. Ouais. C'est là où il a... Oui, il s'est fait défoncer. 14... Ouais, il s'est pris 15 minutes. 14 minutes. Ouais, c'est ça, ok. Ouais, je croyais que ça commençait le samedi. Hein. Comme vous voyez, toujours aussi bien au courant. Mais bon. Ouais, non, mais effectivement, les 2 premiers jours de course sur le plat qui finalement ont fait des écarts incroyables. Mais mine de rien, après, ça a justement enclenché une espèce de chaîne de réaction qui a fait que derrière, ça a été complètement débridé. Et le col de la Couillole, c'est parti dès le départ. Et justement, il y en avait qui disaient qu'ils ne penseraient pas que ça serait aussi sélectif, que ça serait presque une course de côte. Mais finalement, ça n'a pas été du tout le cas. Ça a été un véritable chantier. Il y en avait de tous les côtés. C'était la montée, enfin l'arrivée la plus haute jamais empruntée par le Paris-Nice de son histoire. Et finalement, au niveau des dégâts, elle en a fait de beaucoup. Hein. Johan ? Alors moi, je vais persister, je signe. Je vais redire la même chose que ce que j'ai dit avant. Le parcours, il était bien, sauf dans l'avancement d'étape du dernier week-end. Pour une raison simple,
Moi, j'ai vu que le seul qui a attaqué sur l'étape de Fayence, donc le vendredi, la veille de l'arrivée à Couilleul, c'est Simon Yates. Donc il a gagné son étape et le lendemain, il se prend un tir sur la Couilleul. Donc voilà, le fait de mettre les arrivées au sommet, encore une fois, ça vérifie que ça peut bloquer les offensives dans les étapes précédentes et que ceux qui osent attaquer le payent le lendemain. Donc le reste du parcours était très bien, mais j'ai ce regret que la Couilleule n'ait pas été le vendredi par exemple, avec l'étape de Fayence le lendemain et l'étape de Nice. Après, on peut pas changer la géographie, mais voilà. L'arrivée au sommet le samedi la veille de l'arrivée, ça m'a fait tiquer encore. Ouais, mais après, par contre, l'étape qui est remportée par Yates, tu dis que ça n'a pas beaucoup attaqué, même si Yates s'est fait en effet gagner en solitaire après avoir attaqué, derrière lui, quand même, le groupe, au moment d'aborder la montée finale, il y a moins de 20 personnes, enfin, il y a moins de 20 coureurs dans le groupe, hein, il y a quand même une sélection, mais mine de rien. C'est pas comme si Ouais, mais c'était... sélection par l'arrière. C'est pas la Flèche Wallonne avec 80 coureurs au pied du mur, quoi. Oui, certes, Ouais, mais c'est on ça. aurait pu avoir des offensives de favoris dans le premier col après la longue ascension. Finalement, on a juste eu un tempo et une sélection par l'arrière avec les plus faibles qui lâchaient. Et les favoris sont restés planqués jusqu'à la dernière explication de dernier mur. D'accord, ok. Bon, ouais. Pas de soucis. Bon, on peut pas avoir du spectacle Ce tous n'est les que jours. mon tout le temps, avis. quoi. Non, mais moi je partage totalement l'avis de Johan, hein. L'étape de Fayence, elle était super bien tracée, avec les spicouliers d'entrée, et puis après le col de Bourriga, il a monté 2 fois. Et franchement, en inversant les étapes de Couilleul et de Fayence, je pense que ça aurait été encore plus intéressant au niveau du scénario d'ensemble, du triptyque final, quoi. Enfin, KSO nous retourne pour l'avenir, franchement. Bah après, il y a le fait là, on peut pas y faire grand chose, c'est que tout simplement, il faut que l'étape de montagne, elle doit se faire le week-end, automatiquement. C'est question au niveau de la diffusion, qui arrivait à Couilleul, il me semble que c'était le samedi, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, donc c'est ça, mais c'est forcément toutes les courses par étapes mettent leur étape entre guillemets reine sur un week-end. Donc c'est forcé que l'arrivée à Couilleul elle devait se faire le samedi parce que bon, on va pas faire l'arrivée du Paris-Nice le dimanche à Couilleul. Donc c'était il faut aussi se mettre en tête qu'il y a ça qui rentre en jeu aussi quoi. Tu sais que le vendredi, c'est un super jour pour les audiences, hein. Le vendredi après-midi, il y a plein de personnes qui travaillent pas. C'est la troisième journée en termes d'audience. Je crois même il y a plus d'audience le vendredi que le mercredi après-midi. Donc Ouais. je suis pas forcément convaincu. Mais il y en a quand même moins que le samedi et le dimanche. Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais l'étape de Aubagne à Fayence, elle était très prometteuse sur le papier. Donc maintenant, on peut pas refaire la course, elle est faite. Mais... Ok. Théo, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le spectacle? Quelque chose de particulier Le spectacle, ouais, non, j'ai bien apprécié. C'était méga cool. Surtout le début, genre les 2 premières étapes qui étaient bien intenses, quoi. Genre ça peut être partout. Et tu on penses se que ça aurait été aussi fou sans les conditions météo, seulement avec le tracé? Non, enfin les conditions météo ont joué, enfin, c'est sûr. Mais ouais, par contre j'étais surpris par Henao qui tiennent bien à chaque fois. Enfin genre sur le plat. Je le pensais pas aussi bon rouleur. Mais bon, au final. Bah ouais, C'est Henao. grâce à Lucro aussi. Un temps de travail. Ouais, le contingent de Flandriens de la Sky, ouais. Et, Ah, ça. et justement, donc Henao, donc, il remporte ce Paris-Nice pour seulement 2 petites secondes devant Contador. Alors j'ai envie de vous poser une question concernant Contador. Donc visiblement, il lui reste, c'est pas sa dernière saison, d'après ce que j'ai compris. Donc il lui en reste une autre derrière, sans doute. Est-ce que vous pensez que d'ici la fin de sa carrière, il va regagner quelque chose de gros? Et par quelque chose de gros, j'entends pas le Tour de Burgos, hein, j'entends soit une course par étape d'une semaine, World Tour, hein, mais une vraie, hein. Pareil, pas le Tour de Pologne, on parle d'un Paris-Nice, d'un Tirreno, d'un tour de Catalogne, etc., Tour de Suisse, Dauphiné, peu importe, voire même un grand tour. Hein. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va retrouver un Contador au top, ou est-ce que vous pensez qu'il est plus que l'ombre de lui-même, entre guillemets? Bon, même si c'est une ombre qui fait quand même seconde à Paris-Nice, c'est quand même pas dégueulasse, mais est-ce que vous voyez Contador à nouveau gagner des choses? Johan? Oui, pour moi, ouais. Pas un grand tour, mais oui, un tour d'une semaine. Peut-être même la Catalogne dans quelques jours. Mais oui, il a toujours des qualités. Il est toujours offensif, donc il se donnera toujours à fond quand il aura du temps à rattraper. Un jour ou l'autre, ça passera. Et puis, il a toujours des qualités énormes. Quand on le voit au Tour d'Andalousie en début d'année, par exemple, où il fait toute la montée devant avant de se faire crucifier par Pinot juste à la fin. Contador, il a toujours un très très bon niveau en montagne. Il n'y a pas de raison qu'il ne gagne pas. Et il y en a certains aussi qui évoquaient le fait qu'il soit encore plus offensif qu'à ses débuts.
justement notamment parce qu'il sait qu'il a un petit peu baissé d'un point de vue purement physique, et que donc du coup il essaie de compenser ça en étant plus audacieux, etc. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose qui est vrai, ça aussi, Théo? Je sais pas si c'est. Enfin, il est plus faible en tout cas que dans ses premières années, mais après, je le trouve autant offensif, c'est-à-dire c'est souvent quand il est en position de faiblesse en fait qu'il va attaquer, genre en position de force, il attaque, mais pas genre de loin, pas des attaques lointaines comme il a pu faire sur le Paris-Nice où il avait du temps à attraper, etc. Genre quand il est quand il est bien, genre premier du classement, bah il va pas trop en faire, et c'est ça que j'aime bien en fait chez lui. Du coup, je pense pas que ce soit l'âge, c'est juste que bah, vu qu'il est un poil moins bon, et ben il est moins bien classé, et du coup il va attaquer plus souvent. D'accord, ok. Et Adrien, ton avis sur la question? Et aussi avec Contador, qui a quand même beaucoup baissé, je trouve, moi, en termes de niveau sur le contre-la-montre. Il est beaucoup moins impérial qu'avant, où il faisait partie vraiment des meilleurs rouleurs du peloton, tout simplement. Moi, je vais faire mon Macron, je vais rejoindre aussi bien Théo que Johan. Pour moi, Contador peut encore gagner une course d'une semaine. Et s'il est plus offensif, c'est aussi parce qu'il a baissé de niveau. Il est clairement moins dominant qu'à l'époque. Par contre, je ne te rejoins pas forcément sur son niveau en contre-la-montre. L'année dernière, il gagne le Tour du Pays Basque justement grâce au contre-la-montre final, où il finit premier entre Eibar et Eibar. Donc non, je pense que Contador, sur 3 semaines, il va forcément connaître une à deux journées sans. Mais sur une semaine, par son côté justement attaquant, c'est encore un monstre, un épouvantail pour ses adversaires. Enfin, non, Contador, il est encore dans le jeu. Bah Mais après, moi, même pour 3 semaines, je pense que il peut encore gagner, peut-être pas un Tour de France, je pense pas, mais un Giro ou une Volta s'il en fait. Une Vuelta plus, ouais. Franchement, je pense qu'il a les moyens, clairement. par contre, le contre-la-montre de Ibar sur le Tour du Pays Basque, c'est le contre-la-montre le plus vallonné de tout le calendrier. Donc, je suis pas sûr que ce soit vraiment celui-là qu'il faut prendre en référence pour ses qualités en contre-la-montre. Moi, je me rappelle qu'il y a vraiment, au début des années 2010, où vraiment, en termes de... Même sur les contre-la-montre très plats, il avait un niveau qui était presque proche de celui que peut avoir Froome, putain, je le prononce à la France Télé, quoi. Que peut avoir Froome sur les contre-la-montre plats aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment un mec qui faisait partie du quota mondial en termes de roulage, quoi. Hein. Et je crois qu'il gagne un contre-la-montre sur le Tour, c'est pas entre Embrun et Charge où il gagne un contre-la-montre de 42 bornes. Si, mais là aussi, c'est vallonné, quoi. C'est vrai. Il y avait Il deux cols. était vallonné celui-ci? Ouais. Ah non, Ouais, il y c'est avait peut-être deux cols Froome à qui faire le autour gagne. du lac de Il y avait Saint-François. il y avait deux côtes, enfin deux cols. C'est peut-être je sais plus, c'est peut-être Froome qui le gagne en 2013, je sais plus. Ah, je viens de trouver. En 2013, oui, en 2013, Je sais qu'il avait pas changé. il gagne du contre-la-montre. Froome avait changé de vélo et Contador n'avait pas changé de vélo. Ça, je me souviens, mais je me souviens pas qui a gagné. En brin charge, il a fait 2 Contador. Froome a gagné. Ah, c'est Froome qui. Ouais, il y a une autre année. Ah, c'est peut-être celui de Grenoble alors où Contador il domine. Je sais plus. Encore une fois, Pardon. un podcast où la précision règne, c'est beau ça. Excusez-moi, on vote mon organisation, mais vous voyez, je suis pas à fond dedans. Non mais voilà. Ah non, excusez-moi, c'est Annecy. Voilà, c'est entre Annecy et Annecy en 2009 où il met 3 secondes à Cancellara et 15 secondes à Ignatieff. Ouais, 2009, ça rejoint ce qu'a dit Théo. Du coup, c'est dans son début de carrière, quoi. C'était vraiment un gros bourrin sur les chronos. Et après, bah, il a un peu baissé pour conserver un bon niveau en montagne, quoi. Puis ça se voit, même ça s'est vu cette année, parce que jamais de la vie, le Contador des années 2009 et du début des années 2010 serait fait battre par Valverde sur un chrono. Hein. Parce que le chrono de la Ruta del Sol, il n'était pas forcément vallonné. Franchement, il était taillé, entre guillemets, pour le Contador il y a 4-5 ans, quoi, par rapport et pourtant, c'est Valverde qui termine. Alors non, Valverde termine pour 2 secondes derrière Contador, un truc comme ça, sur ce chrono de la Ruta del Sol. Mais jamais il aurait aussi bien résisté au grand rouleur Contador, quoi. Sur le contre-la-montre, c'est Valverde qui met 6 secondes à la Contador. Ah ouais, carrément, ouais, voilà. Très bien. Avec une victoire de Campanert. Exactement, oui. Le vice-champion d'Europe du contre-la-montre. On est très bien. Pour en terminer avec Vas-y. Contador, juste. Il est aussi plus offensif parce qu'il a un palmarès énorme. Il a je sais pas combien de grands tours à son palmarès. On va pas donner de chiffres pour pas entrer dans la polémique. Mais maintenant, qu'il fasse 2e ou 4e de Paris-Nice, il s'en fout, quoi. Il autant viser la victoire. Et il n'est pas comme un petit jeune ou un Bardet qui va défendre sa place sur le Tour de France, logiquement. Mais Contador, maintenant, c'est la victoire ou rien, quoi. J'ai l'impression que même quand il était jeune, c'était beaucoup la victoire au rien.
Ah, je suivais pas ça à l'époque. Bon, après, c'est forcément un truc qui devient de plus en plus important avec l'âge. Hein, quand t'es jeune, même s'il avait déjà cet état d'esprit, plus il va prendre de l'âge et plus il va prendre du palmarès, et plus il va s'en battre les couilles de faire quatrième et pas premier, quoi. Enfin bon. Eh ben, passons désormais à quelque chose d'autre. Excuse, je voulais juste rajouter Vas-y. une chose pour Paris-Nice. C'est à propos, peut-être je vais vous surprendre, c'est à propos de Philippe Gilbert. Ah, Philippe attention. Gilbert, on l'a pas trop vu en tant que leader depuis qu'il est chez Quick-Step, c'est surtout un équipier de luxe. Et il arrive quand même à faire 13e de Paris-Nice. Et j'ai fouillé un peu dans son palmarès, et c'est sa meilleure performance sur une course entre guillemets montagneuse. Bon, en même temps, Sur c'est une parce semaine. qu'il peut remercier les 2 premières étapes où justement lui, il a reçu En effet, le rythme. En effet, mais il a eu le mérite malgré tout de s'accrocher sur les étapes suivies, et au final, il va chercher une belle 13e place. Il avait fait 9e de Tirreno en 2011, mais le Tirreno de l'époque était un peu moins difficile que ce Paris-Nice. Moi, je voulais juste dire un petit mot sur Philippe. Ouais, par contre, le Philippe, il a pris un tir sur la couillole. Hein. Ça, je m'en souviens, il termine assez loin quand même. Hein. Ouais, c'est justement cette étape-là, je crois, qui lui coûte le top 10 ou la 11e place. Bon, c'est très logiquement hein, quand même, hein, parce que le jour où si Gilbert nous avait fait un col de la couillole avec les meilleurs, ça aurait été un peu bizarre. En 2011, il passe le Tourmalet avec les meilleurs, je crois. Ah ben, En 2011. est-ce que là aussi on rentre dans la polémique du Gilbert de 2011 parce que... Ça va aller, on va pas se faire manière. Bon bref. Juste dernière petite chose sur Paris-Nice avant de passer à une des nouvelles rubriques qu'on a mis en place sur le podcast. Juste j'aimerais vous entendre dire sur l'exclusion de Bardet, qui a été un petit peu la polémique du début du Paris-Nice. Exclusion méritée ou pas, je pense que bon, on va tous dire oui, mais est-ce que en fait Bardet a pas pris pour tous les autres qui font pareil et qui se font pas choper? Est-ce que parce que lui, il y avait les caméras devant lui, c'est pas lui qui a dégusté pour tout le monde? Non pas que ce qu'il a fait, à savoir se faire tracter par sa bagnole sur 2 bornes ou 3 bornes, ce soit un truc vraiment très, très bon, au contraire, mais est-ce que c'est pas juste l'arbre qui cache la forêt, quoi? Théo? Déjà, moi j'ai trouvé bien l'exclusion logique, mais en fait, c'est pas l'arc qui cache la forêt, c'est juste que maintenant, il y a des caméras partout. D'ailleurs, c'est un problème, et genre, du coup, quand il y a un leader qui est décroché, qui chute ou je sais pas quoi, les caméras sont tout de suite braquées sur lui, et du coup, toutes les faits et gestes sont genre espionnés. Et le truc, c'est que si c'est un équipier qui va faire ça, les caméras vont pas être sur lui, du coup, il va pouvoir le faire plus tranquillement et beaucoup moins de chances de se faire choper. Mais quand t'es leader maintenant, tu peux plus faire ça, quoi. C'est sûr que tu vas te faire prendre. Ouais. Johan, ton avis sur la question? Mérité, pas mérité? Exagéré, pas exagéré? Oui, mérité. Non, mérité, il faut que ça serve d'exemple. Et puis, non, Théo a à peu près tout dit, donc je rejoins son avis. Après, est-ce que vous pensez que alors là c'est sur Paris-Nice, est-ce que vous pensez que genre désormais ça va être la tolérance zéro pour les prochaines courses? Même alors là parce que là Bardet on a l'impression que c'était dans l'exagération qu'il l'a fait. C'était un truc qui a toujours été un petit peu toléré, le fait de allez, on met un petit peu d'huile sur les freins, etc. Est-ce que vous pensez que désormais on va être hyper strict sur ça maintenant que Bardet s'est fait avoir quoi? Adrien? Du strict, pas forcément, parce qu'après il y a la règle et puis l'opinion que les juges peuvent avoir d'une situation. C'est-à-dire que sur chute, si le coureur ne va pas abuser, ils vont le laisser prendre les voitures. Là pour le coup, Bardet il a vraiment abusé. C'était sur quelques kilomètres, 2 ou 3. C'était trop. Mais si le coureur reste pendant 200 à 300 mètres dans le cul d'une voiture, c'est bon, on va pas le exclure pour ça. Non, je pense pas que ce soit comment dire. Ce soit maintenant une règle ad vitam aeternam. Non, je pense vraiment que Bardet a été sanctionné pour l'abus plus que parce qu'il avait été un peu dans une voiture. C'est vraiment l'abus qui a été sanctionné. D'accord, ok. Bon, et bien, passons donc du coup à une nouvelle rubrique. Voilà, on nous a demandé de mettre un petit peu plus de vie dans le podcast, donc on va essayer de faire ça. Donc désormais, chaque intervenant aura droit à un petit billet d'humeur, donc où il va choisir un sujet dont il veut parler particulièrement. Et donc pour ce premier billet d'humeur, je laisse la parole à Johan. Fais-nous rêver. Donc du coup, moi, Paris-Nice m'a fait penser à l'orientation de carrière d'Alaphilippe. Donc Alaphilippe, on le sait maintenant, c'est un crack quoi. Il s'est révélé au top niveau donc sur les Ardennaises il y a 1 ou 2 ans, mais il peut briller sur de nombreux terrains. Et puis lui-même dit qu'il ne sait pas encore quel type de coureur il est et quel type d'entraînement il veut se spécialiser. Du coup, moi quand j'ai entendu ça sur Paris-Nice, j'ai un peu tiqué. Et j'ai un peu tiqué d'autant plus qu'on a eu pas mal de coureurs qui ont eu à faire un choix à peu près similaire et qui ont brillé en Tirreno. Donc ça m'a fait un peu réfléchir.
Donc le premier auquel je pense, c'est un coureur que j'ai bien aimé à ses débuts chez les pros, et puis qui est devenu un peu antipathique lorsqu'il a été complètement surcoté en montagne, même par les suiveurs, et que je commence à apprécier de nouveau cette année. Donc ce coureur, c'est Kwiatkowski. Donc comme Julian était très performant sur les classiques, et puis il a choisi de perdre du poids pour progresser en montagne, où il avait moins de qualité naturelle. Et forcément, les résultats n'ont pas suivi, et finalement, les courses sur lesquelles il s'est illustré, c'est quand même des classiques, les mondiaux par exemple, ou le Grand Prix de 3 l'an dernier. Et cette année où il semble revenu sur un entraînement plus classique, bah, ça paye de suite parce qu'il remporte l'Estrade Bianche, il remporte Milan-San Remo. Donc pour moi, c'est typiquement l'exemple de coureur qui s'est trompé sur son choix de carrière, mais qui parvient à rectifier le tir. Donc sur Tirreno, je vais aussi évoquer d'autres coureurs qu'on a vu s'illustrer. Donc toujours chez Sky, il y en avait Geraint Thomas, qui est un coureur très plaisant à suivre sur les Flandriennes, et qui a décidé de les délaisser pour suivre les traces de Wiggins ou Froome. Et pour moi, sans espoir quand même de remporter un jour le Tour. Et du côté des rouleurs, on a Juan Dennis et Tom Dumoulin qui auraient pu dominer la discipline après l'arrêt de Tony Martin de Cancellara, mais qui décident aussi de se concentrer sur la montagne. Donc moi là, ça me pose la question, enfin, je me dis, est-ce qu'il vaut mieux gagner un Tour des Flandres ou des mondiaux de chrono que de gagner, de faire un podium sur le Giro. Donc pour moi, ça me semble plus prestigieux de gagner un Tour des Flandres, mais apparemment, ils ne partagent pas l'avis. Et à l'inverse, il y a un bon contre-exemple qui est Sagan. Donc par exemple, lui, on l'a promis Monts et Merveille sur n'importe quel terrain alors qu'il est passé pro. Mais lui, il s'est focalisé sur ses points forts et aujourd'hui, c'est le meilleur coureur du monde. Donc pour en revenir à Julian, il est encore jeune, mais c'est une carrière, ça passe vite. Donc ouais, s'il te plaît, Julian, va gagner un Liège-Bastogne-Liège, va gagner un Milan-San Remo, un Tour de Lombardie. Et quand tu les auras gagnés, retourne-y, gagne autant de fois que tu peux, quoi. Et puis comme ça, tu vas te faire un palmarès, tu vas te faire plaisir sur les courses de mouvement, tu vas avoir des bonnes décharges de joie quand tu lèveras les bras, et puis tu seras un champion, quoi. Donc voilà, cette pas aussi reine de la montagne, Julian, et puis reste le classic man que tu es pour nous faire rêver. Ok, ouais, effectivement, à la Julian, le puncher que l'on voudrait voir un petit peu grimpeur. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu la dictature du Tour de France, à savoir que, alors, c'est essentiel, c'est très développé sur les coureurs français. Moi, je me souviens notamment sur Chavanel, à ses débuts, on voyait grimpeur, voilà, il avait fait 12e de Tour de France, oh là là, c'est extraordinaire. Et le mec s'est battu pendant je sais pas combien de saisons pour essayer d'accrocher un top 10 sans y parvenir. Et finalement, il a réussi à faire des gros résultats quand il s'est enfin mis au classique. Et vu son gabarit, son profil de rouleur à la base, c'était quand même un truc qui me paraissait presque évident, évident vis-à-vis de son profil. Et pourtant, tout le monde le voyait grimpeur. Mais après, c'est vrai que concernant les autres pays que la France, c'est peut-être quelque chose qui est moins évident. J'ai pas l'impression que le Tour de France, même si ça reste le plus gros rendez-vous du calendrier, j'ai pas l'impression que la pression soit pas aussi forte concernant les étrangers sur le Tour de France que concernant les Français. Et pourtant, ça fait toujours rêver. Tu parlais de Denis et Dumoulin, il y avait Michael Rogers qui avait fait un petit peu la même trajectoire, qui était un rouleur d'exception qui a décidé après avoir gagné quand même 2 titres mondiaux, qui a décidé de bifurquer vers les courses par étapes. C'est vraiment, c'est un truc qui a vraiment toujours fasciné les coureurs, le fait d'aller chercher, d'être performant en montagne, parce que j'ai l'impression que même si c'est pas forcément, on se dit pas qu'on va gagner le Tour de France, on se dit que les courses qui se rapprochent du Tour de France, le Giro, la Vuelta ou les courses qui vont dans la montagne, c'est les plus prestigieuses, malgré le fait qu'effectivement, comme tu dis, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ça reste du très très lourd, quoi. Adrien. Et pourtant, Rogers, moi je me souviens pour ses qualités de rouleur et pas pour ses qualités de grimpeur, quoi. Ouais, ça va un peu dans le sens de ce que je disais. Il n'a pas été chanceux parce qu'il y avait une année où on le voyait parmi les favoris du Tour de France, il se pète la clavicule, donc il doit abandonner et tout, donc c'était après il a pas eu le cul bordé de nouilles après sur son après carrière, son après carrière de rouleur, quoi. Adrien, ton avis sur ces coureurs qui décident de se réorienter vers d'autres profils? Moi, je partage totalement l'avis de Johan. Encore une fois, je suis en Macron. C'est-à-dire qu'à la Philippe, il a toutes les qualités pour briller sur les grandes classiques, qui se concentre là-dessus plutôt que de tenter un hypothétique top 10 sur le Tour. Je suis même pas sûr qu'il puisse faire 10 sur le Tour cette année ou l'année prochaine ou dans 2 ans. Il y a des mecs qui courent beaucoup plus vite que lui, qui courent beaucoup mieux que lui, je veux dire. Qui s'occupe des classiques et éventuellement aussi chasser les étapes sur le Tour. Pourquoi pas faire des barreaux en montagne et chercher un maillot à poids. Les Français, ils kiffent ça. Alors, on se rappelle de Jalabert, Virenque, Vauclair aussi. Vauclair, on se souvient de lui parce qu'il a été 10 jours maillot jaune en 2004 et 2011. Il faut pas oublier aussi les raids qu'il fait dans les Pyrénées, je crois en 2012.
Enfin, non, Alaphilippe, qui se concentre sur les classiques, qu'il a visé des étapes sur le Dauphiné, sur Paris-Nice, sur le Tour de France. Et il aura un super palmarès. Alors qu'en devenant un coureur de gros tour, je suis pas certain qu'il ait un palmarès aussi important. Voilà, je me souviens de Jalabert. Jalabert, après sa transition, est-ce qu'il a eu un très beau palmarès en devenant un grimpeur? Alors oui, il gagne le Tour d'Espagne en 97, je crois, 98, mais il aurait eu un palmarès encore plus important en restant un classic man. Après, moi je dis que je comprends plus les rouleurs qui veulent devenir rouleurs grimpeurs que les classic men qui se mettent à chercher la grimpe. Parce que quand t'es rouleur, disons que le calendrier, à part les championnats du monde du contre-la-montre, t'as pas grand-chose à te mettre sous la dent, quoi. T'as les Flandriennes? Ouais, mais après, on peut être rouleur sans être flandrien pour autant. Hein. Tony Martin, Michael Rogers, il a fait Baird, fait. Je vais te sortir Kirienka, fait tous ces mecs là, c'est pas des mecs qui ont brillé sur les Flandriennes et qui pourtant sont des rouleurs d'exception. Donc tu peux comprendre que ceux-là, ils s'orientent après sur quelque chose de plus polyvalent, quoi. Mais c'est vrai que les purs classic men, effectivement, il y a pas trop de. Après, Thomas, c'est un exemple assez particulier parce que Thomas, c'est un mec. Bon, au début de sa carrière, le mec était presque sprinter. Ses 2 premières années pro, il fait essentiellement des passettes sur les sprints. Ensuite, il devient classic man et maintenant, il se met à grimper. Est-ce que c'est pas en fait parce qu'il est pistard qu'il est juste polyvalent, il peut faire tout ce qu'il veut grâce à son moteur, il lui suffit de varier juste au niveau de son poids et c'est bon. Je sais pas ce que vous en pensez, Théo. Les fameuses qualités de Spistar, c'est ça? Ah ben. Ouais, bah moi, en tout cas pour Alaphilippe, moi, je vais essayer de prendre vite fait un peu le contre-pied. Je dis pas qu'il faut qu'il soit très bon en montagne pour les grands tours, mais peut-être s'améliorer en montagne pour les tours d'une semaine, genre des tours type tour Paris-Nice ou même tour de Catalogne, des trucs comme ça. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a sa portée, clairement, genre sans pour autant complètement dénaturer le coureur. Juste progresser peut-être un petit peu en montagne pour limiter les dégâts et ensuite faire parler la giclette pour les étapes de puncher. Et sinon, pour tout le reste, je suis d'accord quand même privilégier d'abord les résultats sur les classiques, enfin sur Liège, sur les mondiaux, et ensuite après voir pour gagner, enfin pour essayer de faire des étapes sur les grands tours ou gagner des tours d'une semaine. Ok. Ouais, après, là, je pense que l'échec, entre guillemets, tout relatif, hein, de Alaphilippe sur la Couilleule sur Paris-Nice, dans l'opinion publique, fait, dans les esprits, a montré que, effectivement, le fait qu'il ait pris, entre guillemets, un coup de bambou, fait qu'à mon avis, dans sa tête, il se dit, il va justement plus s'orienter vers les classiques. Ça lui a fait ça lui a sans doute fait un petit électrochoc. Il s'est pas vu trop bon en se disant, oh là là, mais finalement, j'arrive à suivre. Pourquoi je ne deviendrais pas grimpeur? Tu vois, ça aurait été peut-être. Je pense que ça aurait pu être un danger, justement, qu'il arrive à bien suivre sur la Couilleule, que ce soit un petit peu comme à l'image d'un galopin sur le dernier Tour de France, là, où il fait. Pas sur le dernier Tour de France, mais sur le Tour de France où il arrive à passer les Pyrénées. Du genre, s'il arrivait sur une course de côte à suivre, ce qu'il peut faire, est-ce qu'il ne se serait pas dit dans sa tête, il y aurait eu un processus qui se dit ah, finalement, je suis pas suivi mauvais grimpeur, et si je me mettais à viser le Tour de France? Le fait qu'il ait pris un gros éclat, en fait, est-ce que ça va pas être finalement ce qui va le sauver et le conforter dans son idée qu'il va être un coureur de classique? Johan? J'espère. Et après, juste pour l'éclat en lui-même, j'ai l'impression qu'en fait, ceux qui se sont beaucoup donnés sur les premières étapes, Galopin et Alaphilippe notamment, ils ont avoué qu'ils avaient perdu pas mal d'énergie dans les premiers jours de course. Donc peut-être que ça explique l'ampleur de l'éclat qu'ils se sont pris sur la Couilleule. Mais oui, effectivement, j'espère que ça sera un petit déclic pour Alaphilippe pour se dire bon, moi je suis un classic man, je suis pas un grimpeur naturel, quoi. Bon, après, Alaphilippe, on aimerait le voir grimpeur aussi parce que contrairement à certains qui vont contre nature, lui, physiquement, c'est un petit gabarit. On se dit qu'il peut avoir le profil pour l'être au niveau du poids, etc. Enfin bon. Ouais, il peut être un bon grimpeur, mais pas un top grimpeur, quoi. Ok, bon, affaire à suivre, on verra ce qu'il donne comme suite de sa carrière. De toute façon, si il fait une grosse campagne de classique là, notamment s'il en remporte une, à mon avis, ça sera le truc qui marquera, je pense, sa décision. Il se dira, ah ouais, je suis fait pour ça, quoi. Il y a des chances, quoi. Affaire à suivre, du coup. Des choses à rajouter sur Alaphilippe ou sur le Paris-Nice qu'on aurait oublié avant qu'on passe au Tirreno? Non, peut-être heureusement qu'il est dans une équipe belge et pas dans une équipe française, quoi. Ça, ouais. Exactement. C'est pas faux. On revient au phénomène Chavanel, hein, qui, chez Cofidis, a été martelé pendant je sais pas combien d'années qu'il fallait jouer le général du Tour de France, quoi.
En même Bon. temps, c'était Rick Boyer, le directeur sportif, donc à partir de là, t'as compris. Hein. Le petit tac. Je pense qu'on apprécie tous ces analyses sur l'équipe TV. Hein. Ah, c'est clair. Passons du coup au Tirreno, donc remporté par Nairo Quintana qui a éclaté tout le monde sur l'étape de montagne. Mais l'a-t-il vraiment? On va en discuter. Il a devancé donc Juan Denis, un petit peu la surprise du chef, et Thibaut Pinot dont on attendait monts et merveilles et qui finalement termine quand même 3ème, donc c'est pas si mal que ça. Mais bon, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attendait? Là aussi on va en discuter. Donc première question que j'ai envie de vous poser, très rapidement, c'est pas forcément un truc qui demande un énorme débat, mais quand on a vu la victoire de Quintana sur l'étape de montagne, tout le monde s'est dit oh là là, Quintana, une jambe au-dessus de tout le monde, oh là là, Quintana qui éclate tout le monde. Moi j'ai envie de vous dire, moi dans ma tête, Quintana c'est un espèce de robot dans le sens où, qu'il soit en difficulté, qu'il soit à fond, ou qu'il soit hyper facile, il fait toujours la même tête. Donc pour moi, je comprends même pas comment les gens peuvent dire ah ben là, vous voyez, il est au-dessus de tout le monde, il est en train de cramer tout le monde. Genre, moi je trouve qu'on n'en sait rien, c'est une espèce de. Le mec, il est monolithique, c'est le Kimi Raikkonen du vélo, quoi. Je comprends pas comment on peut dire qu'il est facile, ce type. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il gagne l'étape de montagne, certes, mais il a pas non plus, il met pas une minute à tout le monde sur cette ascension. Donc, bon, il fait une belle démonstration. Mais est-ce que vous pensez vraiment qu'il était 4 tons au-dessus de tout le monde, Théo? Ouais, bah, je suis plutôt d'accord avec toi, genre vraiment je le trouve. Enfin, genre on sait pas en fait, même quand il craque, en fait, ça me fait penser un peu à Pierre Roland, genre t'as l'impression qu'il est toujours très fluide, etc. Mais au final, bah, ça avance pas. Et genre, bah, au final, peut-être qu'il était à fond pendant l'étape de montagne et juste, bah, il a parfaitement géré. Ou peut-être qu'il en avait il avait encore en réserve, etc. Donc, bah, je sais pas. Franchement, la réponse, je sais pas trop. Bah parce qu'en fait, il part relativement tôt, il reste encore pas mal de kilomètres d'ascension quand il décide de s'en aller tout seul, mais au final, il gagne qu'avec 18 secondes sur Geraint Thomas et 25 sur Yates, Uran. Enfin voilà, c'est pas non plus, c'est pas un gouffre, quoi, c'est ça que j'ai envie de dire, quoi. Adrien? Non, moi je partage votre avis. Quintana, il a une fréquence de pédalage toujours. C'est toujours la même en fait. On sait pas, on peut pas vraiment différencier ces moments sans. Enfin, quand est-ce qu'il pète la forme? Enfin, je sais pas. Moi, il me laisse vraiment perplexe. Il me procure aucune animosité, mais aucune sympathie non plus. Enfin, Quintana, vraiment, je sèche. C'est ton propos. C'est un super coureur, hein, je dis pas le contraire, mais est-ce qu'il était au-dessus de tout le monde? Je pense pas. Je pense qu'il a. Je pense qu'il était du niveau de Pinot. Pinot a pas très bien géré son étape de montagne, mais il y a peut-être moyen d'aller chercher la victoire ce jour-là. Donc non, je passe mon tour sur Quintana. D'accord. Et Johan, ton avis sur le Colombien? Alors moi je vais vous contredire, pour moi il était au-dessus du lot. Ouais. Pas à cause de son faciès et le visage, mais la façon dont il se comporte en course, quoi. Il répondait à toutes les attaques, il contrôlait vraiment, il était toujours dans les roues, contrairement à certains qui avaient un peu de temps de réaction pour revenir quand il y avait des accélérations. Pour moi Quintana il se baladait, et comme toujours il a été en gestion une fois qu'il était devant. C'est pour ça qu'il gagne pas avec un écart énorme. Mais ouais, pour moi il était largement au-dessus, il aurait pu peut-être creuser un écart, mais c'est réservé pour l'étape difficile des murs du lendemain, sur lequel j'ai l'impression qu'il aurait peut-être pu aussi lâcher tout le monde, vu son aisance dans les murs quand il y a eu l'accélération des FDJ, mais qu'il a eu peut-être peur de se faire contrer comme toujours, et du coup il est resté sagement dans le groupe des favoris, parce que ça lui suffisait pour gagner le général. Mais pour son attitude en course et la façon dont il maîtrisait les adversaires, pour moi il était au-dessus. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai, Vas-y. je reviens sur ce qu'a dit Johan. C'est vrai que sur l'étape de Fermo, sur l'étape de Mur, cette étape de Fermo, c'est vrai il avait ce côté comment dire, impressionnant. Il était très très facile ce jour-là. Beaucoup plus facile, je pense, que la veille d'ailleurs. Il m'a plus impressionné sur l'étape de Fermo que sur l'étape de Terminio. Mais moi j'ai l'impression que Quintana il est téméraire, mais il n'est pas très courageux en fait. C'est-à-dire que. Ça c'est sûr. Ouais, mais justement, enfin, moi c'est ce que je lui reprocherais. Bah, les Tours de France sont là pour le montrer, quoi. Hein. Ouais, exactement. Il va faire il va même pas faire le beau. Il va assurer le minimum syndical et il en fera jamais trop. C'est ça. Il n'est pas comme Contador, à toujours attaquer, sans bande de l'arrivée, tac. Et un type qui en a fait peut-être un petit peu trop, justement, sur l'étape de montagne, c'est Pinot, qui finalement s'est montré très fort au début d'ascension pour finalement un petit peu craquer sur la fin. Bon, il n'est pas non plus si loin que ça, puisqu'il termine 9ème de l'étape, à 46 secondes quand même de Quintana, alors que quand même il y a beaucoup de monde qui le voyait comme le principal adversaire en haute montagne de Quintana sur ce Tirreno. Finalement, il a un petit peu déçu sur cette étape-là, mais il fait 3ème au général. L'étape suivante, il fait second sur l'étape des murs, justement. Donc,
Est-ce que finalement c'est une déception ce Tirreno de Pinot? Est-ce que c'est une déception de ne pas l'avoir vu au niveau de Quintana sur l'étape de montagne? Ou est-ce que ça reste quand même quelque chose de positif? Parce que il fait troisième et il montre encore une fois que sur les chronos il a progressé, il confirme encore une fois cela en étant très très fort. Qu'est-ce que vous avez pensé du Tirreno de Pinot, Johan? Non, pour moi, il a réussi. Pinot a réussi sur Tirreno. Il a eu un jour sans sur l'étape de montagne. Peut-être un peu mal géré ses efforts aussi. Mais ça arrive. Et puis sur l'étape des murs, il m'a impressionné justement. Et après, sur le contre-la-montre, donc il a confirmé ses progrès contre la montre. Donc pour moi, Pinot, c'est un Tirreno réussi pour lui. D'accord, ok. Théo? Ouais, en fait, c'est un Tirreno réussi. Enfin, j'aurais été un peu déçu, mais s'il était tel quel, sauf que le truc, c'est que, enfin, il a dit en tout cas qu'il était un peu malade sur le début du Tirreno et que ça expliquait en partie, en tout cas, le problème au niveau de l'étape de Fermo. Non, pas de Fermo, merde. Terminio. Terminio. Et donc voilà, et en finale, même malgré ça, c'est faire troisième s'il était vraiment malade, parce que ça peut être de l'intox, hein, on sait. S'il était vraiment malade, c'est bien joué. Et même s'il est pas malade, ça reste une bonne performance. Mais enfin, derrière Denis, je me dis, c'est pas ouf, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on va en parler de Denis, mais on se dit, putain, Pinot, avec une arrivée au Termineo qui termine derrière Denis sur un Tirreno, ça fait un peu bizarre. Mais bon, est-ce que c'est pas Denis qui a fait l'incroyable performance, plutôt que Pinot qui a un petit peu déchanté? Ton avis, Adrien? Ouais, c'est plus Denis qui va chercher sa deuxième place sur le dernier contre-la-montre, où il met près de 30 secondes à Pinot. Voilà, sur ce contre-la-montre-là, Pinot aurait été devant Denis. Donc, non, Denis, on commence à comprendre que c'est un honnête grimpeur. Il est à sa place. Pinot a fait un très bon Tirreno. C'est le premier Français sur le podium depuis 2 Lyon en 90. Donc, non, c'est une belle performance pour le Français. Il se montre régulier en ce début d'année. Ça nous change de ce qu'il peut montrer d'habitude. Et très bonne performance de Denis qu'il ne rééditera pas sur le prochain Giro. Voilà, ben justement, hein, on va pouvoir en parler. Magnifique transition. C'est-à-dire que Denis, deuxième d'un Tirreno, le mec disait au début de l'année que mon objectif c'est le Giro, c'est de jouer le général sur le Giro. Moi-même, quand on avait relayé ça sur le podcast, moi je m'étais foutu de sa gueule, hein, de façon totalement gratuite, hein, parce qu'on est comme ça, hein, on fait les choses gratuitement ici. Mais finalement, deuxième d'un Tirreno, alors il a été lâché presque tôt, j'ai envie de dire, sur le Terminio. Mais finalement, à la manière d'un rouleur qu'il est, il a limité la casse et finalement il termine pas si loin que ça. Il termine 15e à 1 minute 17. Bon, quand même, il prend un petit éclat. Fallait pas qu'il y ait une deuxième étape de montagne, disons, mais mine de rien, deuxième d'un Tirreno avec une vraie étape de montagne au programme. Est-ce que vous pensez que ça peut faire un truc sur le classement général d'un grand tour, le petit Denis? Est-ce que c'est un client pour les courses à étapes d'une semaine montagneuse désormais, Johan? Encore une fois, Denis, il a pas dit qu'il visait un podium sur le Giro, hein, il a dit qu'il visait le classement général pour voir ce que ça pouvait donner et qu'il serait content avec un top 15. Pour moi, ça reste toujours valable, mais d'une façon plus générale, peu importe ce qui s'est passé sur ce Tirreno, que ce soit Denis, Van Garderen ou même Adam Yates qui était beaucoup plus devant, ce qui s'est passé sur ce Tirreno ne va influer en rien, ne donne aucune indication précise sur ce qui se passera pendant le Giro. Les états de forme, ils ont le temps de changer. Peut-être que les gens sont en forme trop tôt ou sont justement bien dans leur préparation, comme Van Garderen peut-être. Donc pour moi, on ne peut pas en conclure quelque chose sur les capacités de Denis sur le Giro à partir de ce Tirreno. Bon, enfin, le mec est quand même passé d'un mec qui avait aucune référence en vraie haute montagne à quelqu'un qui a désormais fait deuxième d'un Tirreno. Même si on peut pas, comme tu dis, tirer des plans sur la comète, il a déjà prouvé que ses objectifs n'étaient pas ridicules, ce qui pouvait l'être aux yeux de beaucoup auparavant, parce qu'à part sur le Tour Down Under, dès que ça montait, on l'avait pas vu. Oui, enfin Denis, avant ce Tirreno, en haute montagne, on l'avait jamais vu. Son palmarès sur les courses par étapes, c'était le Tour Down Under, et je crois qu'il avait fait peut-être dans le top 10 d'un Dauphiné, je crois qu'il avait fait 9e. Un Dauphiné une fois, une 8e ou 9e, un truc comme ça. Enfin, c'était pas comparable à ce qu'il a fait entre guillemets sur cette semaine, quoi. Adrien, ton avis sur l'Australien? Tu l'as un petit peu donné avec Pinot, mais... Non, c'est ce que je vous disais. Denis, il fera même pas un top 15 sur le Giro. Il va se prendre un gros tir en troisième semaine. Enfin, le menu, c'est incroyable. Il y a une étape, l'étape 16, il y aura le Mortirolo, le Stelvio et l'Umbral Pass. Pareil, la 18 avec le Port d'Oeil, et puis 4 autres difficultés derrière. Il va se prendre un gros tir et il va comprendre que c'est pas encore fait pour lui. Les grands tours, non.
TJ Van Garderen, j'ai encore plus d'espoir en TJ Van Garderen qu'en Denis, donc c'est dire. Voilà, ouais, j'avoue. Et Théo, ton avis sur la question? Alors, parce que, quand même, précisons que, bon, là, vous le voyez pas sur le Giro performé, pourquoi pas, mais est-ce que désormais, on peut aussi l'intégrer dans les clients pour, peut-être pas les grands tours, mais pour les courses d'une semaine, comme justement le Dauphiné, un Tour de Romandie ou quelque chose comme ça? Ouais, pour les tours d'une semaine, moi je le vois très bien justement parce que là, enfin, il fait vraiment son Tirreno et il prend sa deuxième place vraiment sur les chronos parce que genre le premier, le contre-la-montre par équipe, il le gagne avec BMC et ensuite le chrono individuel et il le gagne aussi. Du coup, c'est vraiment comme ça qu'il fait sa deuxième place et pas sur la montagne. Donc pour les courses de 3 semaines, avec beaucoup plus de montagne, ça me paraît compliqué. Genre top 15, et encore, j'ai du mal à le voir dans le top 15. Enfin si, top 15, ça doit se faire parce que souvent il y a que 15 coureurs qui jouent le général, du coup ça va, tu vois. Mais mais 15e sur 15, mais, c'est bien. c'est pas mal. Mais par contre, pour les tours d'une semaine, je le pense vraiment pas mal. Genre, sur des tours avec des chronos, avec un ou deux chronos, je le vois, ouais, en gagner ou faire des podiums assez fréquemment, si se focalise dessus. Ok, ok. Bon, pour terminer sur ce Tirreno, avant de passer au prochain billet d'humeur, vite fait, deux coureurs peut-être à souligner, si vous avez quelque chose à dire dessus, c'est la comète Roglic qui qui avait déjà montré sur le Tour de l'Algarve qu'il était pourquoi pas à sous-estimer sur les courses d'une semaine, mais qui là, en terminant quand même avec une bonne place au classement général, il termine 7ème, qu'est-ce que je dis moi? 4ème. 4ème, pardon. 4ème. Ouais. J'avais le classement général au soir du Terminio, c'est pour ça. Oui, il termine 4ème, donc dans les 5 premiers. Donc voilà, Roglic, finalement, pourquoi pas un des gros leaders en fait pour cette saison à venir de la Lotto Jumbo. Et second coureur, peut-être, Uran, qui revient après 2 saisons fantomatiques, où il avait plus rien fait. Après, Il a fait deuxième Tour Lombardie quand même. Oui, mais disons qu'il sortait quand même de... Avant ça, il sortait de 2 saisons, il avait fait deuxième du Giro. C'était un des énormes clients, entre guillemets, sur les grands tours. Et depuis... alors, il semblerait qu'il y a 2 ans, il y a le premier Giro qu'il a raté il y a 2 ans, son directeur sportif avait dit qu'il avait quelques kilos en trop au départ. Donc voilà. Mais en tout cas, l'année dernière, pas sûr que c'était pareil le cas. Est-ce que vous pensez que donc Uran va revenir sur le devant de la scène? Est-ce que Roglic va lui aussi apparaître sur le devant de la scène? Vos avis sur ces deux hommes, Johan? Toujours le premier. Alors Ouais, Roglic, moi j'avais dit la dernière fois, j'attendais de voir ce qu'il pouvait faire sur une concurrence plus relevée. Honnêtement, il m'a impressionné Roglic, donc je commence à y croire. Et Uran, moi j'expliquerais, comme il a dit cette année qu'il ne visait pas les classements généraux de Grand Tour, je pense que justement il va avoir quelques pics de forme un peu décalés par rapport aux autres coureurs, et peut-être qu'aujourd'hui il était simplement plus en forme que les autres grimpeurs qui vont viser le Giro ou le Tour de France. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il a performé autant. Peut-être que je me gourre totalement et qu'il est revenu à son meilleur niveau. Tu veux dire voilà. que Uran va chasser les étapes à la manière d'un Pierre Roland? Ah, c'est ce qu'il a dit, ouais. À la manière des Cannondale. On espère qu'on attend de voir cette réussite. Adrien? Ouais, moi, Roglic, il me laisse circonspect. Là, j'ai vu un mec qui avait battu le record du monde de saut à ski, je crois que c'était Roglic. Clairement, j'ai vu 253 mètres, je me suis dit, ah ouais, là c'est Roglic, il est de retour. Il est partout. Il est partout, le gars, mais non, Roglic, j'y crois. Je sais pas quel est son programme, s'il fait le Giro, le Tour ou la Volta, mais je suis curieux de le voir sur 3 semaines. J'en attends pas mal. Ça me semble un solide coureur. En Algarve, il avait été impressionnant. Uran, pareil. Uran, il divisait les étapes, mais selon le scénario de course, s'il ne fait pas une Roland à lâcher dès les premières étapes 1 heure, il pourrait se trouver bien placé sur le Giro. Un top 5 sur le Giro, voire sur le Tour, j'y crois. Moi, Uran, j'ai toujours aimé ce coureur, il est régulier, il peut se montrer offensif, il roule bien. Uran en outsider sur un grand tour cette année, j'y crois. Ah, on note, attention. Et Théo, ton avis sur ces deux coureurs? Par contre, Uran, il ne fait pas le Giro cette année. Hein. Ah, il fait pas le Giro? Non, il fait le tour. Il fait le tour en. Il fait les classiques ardennaises et ensuite il fait le Tour de France. Un outsider sur le tour alors. Ok. Théo, ton avis sur ces deux coureurs? Ouais, donc moi, sur Roglic, j'ai tendance à le voir comme un bon puncher et un très bon sur les chronos, mais par contre, je pense qu'en montagne, sur un grand tour, il va, surtout sur la 3e semaine, là par exemple, pas du Giro parce qu'il le fait pas, mais
Mais en tout cas, sur les troisièmes semaines, il va avoir, je pense qu'il va avoir du mal. Et, parce que ouais, de base, je le vois plutôt comme un puncher qui grimpe pas mal, plutôt qu'un vrai grimpeur. Et c'est un peu pareil d'ailleurs pour Oran, que je vois plus comme qu'un coureur de classique vallonné en fait, parce que bah, ses victoires en tout cas, sont là-dedans, ou ses résultats là récemment. Il a gagné, je crois, Québec en 2015 et il avait fait deux ou trois de Lombardie l'année dernière. Du coup, Oran, franchement, je pense que si en tout cas il fait ce qu'il dit, c'est le bon choix. C'est-à-dire genre vraiment viser les classiques et chasser les étapes. Je pense que c'est mieux pour lui que viser les classements généraux sur les grands tours. D'accord, bah, deux visions qui J'ai pas fait gaffe, s'affrontent. mais t'as raison, ils ont. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Non, vas-y, Yann. Non, j'ai pas fait gaffe, t'as raison. Ils ont effectivement Roglic et Oran ont à peu près le même profil. Bon, après, au niveau rouleur, quand même si Oran est un très bon rouleur, je pense que Roglic, c'est un pur rouleur qui s'est transformé, qui est devenu. Ah, remarqué. Oui, bon, après son profil physique. Oran a été très bon rouleur à une époque. Ouais, très bon. Oui, bah, justement, Et- il s'est mis, quand je disais qu'il est resté sur 2 saisons blanches, Ouran, c'est-à-dire qu'il est passé de vraiment énorme client sur les grands tours à un mec qui malheureusement, bah ouais, effectivement, s'est mis seulement à briller sur les classiques vallonnés, effectivement. Bon, en tout cas, deux visions qui s'affrontent entre Théo et Adrien. Adrien qui le voit revenir à son meilleur niveau sur les grands tours et Théo qui le voit plutôt se miser sur les classiques. Donc, réponse à la fin de la saison pour savoir qui aura raison. Après, attention, c'est Wouters le directeur sportif, donc je pourrais tout à fait être déçu. Oui, j'avoue. Tous les deux en fait, on aura tous les deux tort. Ouais, voilà, ouais, Il va exactement. nous faire une bonne grosse troisième saison fantomatique d'affilée. On sait jamais. Ben, tiens, Théo, je vais te laisser la parole parce que maintenant c'est à ton Ouais. tour de nous donner ton billet d'humeur. De voir quel sujet as-tu choisi. Donc ouais, donc moi ça sera, la question c'est comment gérer en fait le début de carrière d'un jeune coureur prometteur. Donc pour cela d'abord j'ai juste pris 10 coureurs qui me paraissaient assez prometteurs, qui avaient genre moins de 23 ans, donc il y en a qui sont déjà confirmés. Et je les ai classés en fait dans 3 catégories. Il y a ceux qui sont préservés par leur équipe en fait, qui vont pas jouer en tout cas sur les courses pour le tour, qui vont pas jouer les classements généraux. Donc parmi ceux-là, il y a Oumen, il y a eu Latour, mais maintenant qu'il commence à s'émanciper, enfin ça fait quelques saisons déjà. Je me dis il commence à être leader, mais au départ en tout cas il a été préservé. Kudus et Laurens de Plus, je dirais. Ensuite, il y en a qui sont leaders sur des courses sur le tour et qui sont dans des équipes pour le tour. Là, la plupart du temps, c'est des coureurs déjà bien confirmés, genre Miguel Angel Lopez ou les frères Yates. Et après, tu as ceux qui sont leaders sur la course sur le tour, mais qui sont dans des équipes qui étaient ou qui sont dans des équipes continentales. Donc là, il y a Bernal qu'on a vu sur le Tirreno. Il y a Hugh Carty ou Guillaume Martin, par exemple, entre autres. Et donc, après, donc, j'ai regardé aussi les leaders actuels, les meilleurs coureurs actuels, et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux, comme parcours. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'en général, à part les vieux, en fait, comme Contador, Nibali, Valverde, qui, eux, ont très vite performé, la plupart ont été plus ou moins progressifs, en fait. Sont arrivés sur le devant de la scène plus ou moins progressivement. Il y a Quintana qui allait progressivement, mais très vite, au bout de la deuxième saison, il a gagné une étape sur le Dauphiné. Et il y en a qui sont allés plus progressivement, surtout les Français, genre Bardet, Pinot, qui ont mis du temps. Le seul qui contredit un peu ça, c'est Haru, qui quand même assez vite, a été repéré par Astana et a été mis sur les grands tours. Du coup, moi, d'un point de vue personnel, je dirais que en fait, le parcours que je préfère, c'est quand même celui de Bardet. En fait, je dirais qui a vraiment été très progressif, qui a été introduit sur les grands tours assez tard, qui a été mis comme leader assez tard, qui a vraiment appris d'abord, puis ensuite a été mis et on voit ce que ça donne. Il a fait quand même deuxième du tour. C'est plutôt une réussite pour l'instant. Du coup, je sais pas trop ce que vous en pensez. Ouais, effectivement. Ah, par contre, juste sur Haru, je pense qu'en fait, le fait qu'il très rapidement il soit arrivé sur le devant de la scène, c'est un petit peu par hasard parce que le Tour d'Italie qu'il a révélé en fait, il n'était pas censé être leader, c'était Scarponi, mais qui a dû abandonner. Du coup, il s'est retrouvé un peu leader d'Astana sans. C'était pas prévu au départ, quoi. Et, Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, ouais. C'est vrai. effectivement. Du coup, j'en Et, ferai deux catégories.
Effectivement, donc ouais, il y a différentes approches pour les jeunes coureurs, mais c'est vrai que ces dernières années, quand même, on essaie justement de les protéger parce qu'on ne compte même plus les grands espoirs qui se sont brûlés les ailes, parce qu'effectivement, s'il y a des vieux coureurs comme Conta, Valverde, qui ont performé relativement jeunes et qui ont été de suite propulsés leaders, il y en a beaucoup qui avaient des espoirs de fou et qui sont tombés aux oubliettes. Les Notamment- Hollandais en général. Ouais, et puis la légende Popovic, hein, quand même aussi. Oui, Qui après 2 Giro de ouf a terminé sa carrière en tant que troisième porteur de bidon dans la hiérarchie. C'était n'importe quoi. Enfin, voilà, effectivement, on n'a plus trop envie de brûler les étapes et de brûler les ailes tout simplement de ces jeunes coureurs, effectivement. Adrien, ton avis sur ces coureurs? Oui, bah moi, ce que je vois depuis quelques années, c'est le fait que les jeunes sont exposés de plus en plus tôt, par contre, contrairement à vous. C'est-à-dire que j'ai un souvenir, alors c'est très lointain, ça date de 2005, où Thomas Löfqvist, il avait participé au Tour avec FDJ à 20 ans. Et à l'époque, ça m'avait fait tiquer parce que les gars, ils avaient minimum 22 ou 23 ans. Et j'ai l'impression que les jeunes, on les expose de plus en plus tôt. Par exemple, cette année, Bernal, si Androni avait été sur le Giro, je pense que Savio l'aurait envoyé, quoi. Donc je suis pas forcément pour le fait que les néo-pros ou même les rookies soient mis en avant si tôt, qu'ils fassent d'abord leurs armes en tant qu'équipiers, même s'ils ont un très bon niveau. Par exemple, Bernal est super fort, hein, je dis pas le contraire, mais que déjà ils s'aguerrissent en tant qu'équipiers avant d'être exposés. Enfin, de toute façon, c'est le problème de toute notre société, on le voit aussi dans le foot, voilà. Donc je suis pas forcément pour le fait qu'on les retrouve si tôt sur le devant de la scène. Par exemple, Gaudu mis en avant sur le Tour de Catalogne là. Bah, moi, je suis pas forcément d'accord avec la stratégie de la FDJ. J'ai souvenir de Pinot qui avait attendu plus de 2 ans avant de courir le Tour, je crois. Donc, c'était déjà la bonne tactique à l'époque. Effectivement, putain, Logvis, c'est vrai qu'il y avait lui aussi, en termes d'espoir déchu, lui aussi, il se passe haut dans la hiérarchie. Hein, parce qu'il a gagné un Tirreno, je crois. Löfqvist ? Ouais, il a fait un super Tirreno au tout début de sa carrière. Et après, il a fait 2-3 belles perfs, mais grosso Ouais, il modo, fait 3ème de Tirreno en 2008. Ah, c'est ça. Ouais. Il rejoint Columbia, il performe avec Columbia la première année, époque où il y avait Cavendish et tout. Je me demande s'il gagne Et pas après, il gagne pas le Tour d'Allemagne, un truc comme ça. L'ex-Tour d'Allemagne qu'on regrette tous d'ailleurs. Il me semble qu'il fait un- qui va être relancé d'ailleurs par AS l'année prochaine. Non, il fait 2ème, la même année d'ailleurs. Deuxième Tour d'Allemagne, ouais, voilà. Ah, voilà, Effectivement. Ouais. Mais après, comme tu dis, après il y a la technique de pas les mettre sur le devant de la scène de suite en World Tour, mais après de leur donner des responsabilités très tôt sur les courses continentales. Omen, on en parlait, lui il a été déjà leader de son équipe sur le Critérium International et sur le Tour de l'Ain dès l'année dernière, alors que c'était seulement sa deuxième saison pro ou sa première saison pro même, donc même si entre guillemets il n'est pas leader sur une course avec une énorme concurrence, il apprend en tant que leader sur d'autres courses de moindre envergure. Ah oui, ça je suis d'accord. Par contre, je te rejoins totalement là-dessus sur les courses de moins d'importance de l'Europe Tour, catégorie 1 voire catégorie 2. Qu'un jeune soit leader, ça ne me dérange pas. Mais sur le World Tour, comme on voit Gaudu là, non, je suis pas forcément pour. Gaudu, je pense qu'il est leader sur la Catalogne parce que la FDJ ne s'intéresse pas vraiment, à mon avis, à cette course. Pour elle, ça correspond un petit peu au niveau de l'importance à une course française continentale. Hein. Enfin, je suis pas sûr qu'il y ait d'énormes objectifs au niveau de la FDJ. Ils ont juste mis Gaudu là en tant que leader parce que ça rentrait pas dans leur programme de leur hot leader dans l'équipe. Du coup, ils ont dit bon, ben, autant le filer à un petit jeune. Et je pense qu'ils gardent ça d'un coin de l'œil, mais c'est pas forcément une course sur lequel ils ont de vraies ambitions en termes de général. C'est bon, ben montre tout ce que tu peux faire et puis on verra bien. Je pense qu'ils l'abordent quand même sans pression, dans la tunique d'un leader, mais sans vraiment avoir la pression du résultat sur lui, quoi. Johan, ton avis sur ces jeunes coureurs? Oui, alors moi je suis pas d'accord avec Adrien. Pour moi, donc pour expliquer un petit peu plus, pour un jeune grimpeur, je pense qu'il faut faire les deux. Il faut qu'il ait quand même quelques responsabilités sur un tour, pas un grand tour, je suis d'accord, mais sur un tour World Tour d'une semaine, qu'il y en ait un ou deux où il teste ce qu'il peut faire face aux meilleurs, où il va s'accrocher. Ça peut lui permettre de voir justement, c'est ce qu'il disait de Gaudu dans l'interview d'ailleurs, de voir la marche qu'il lui reste à franchir, les paliers qu'il doit faire, et se mesurer vraiment à la concurrence, tout en se forçant à être régulier tous les jours, à aller s'accrocher, à jouer, à donner son maximum tous les jours. Parce que quand on est équipier seulement, il y aura toujours la fin d'ascension, on va se relever pour aider son leader le jour suivant. Donc ça, c'est très bien pour voir comment ça se passe en équipe. Mais si tu aspires à être grand leader un jour, je pense qu'il faut au moins faire quelques tests sur une semaine dans ces jeunes années
avant de pouvoir ensuite être lancé parmi les courses les plus prestigieuses. Donc, c'est pour ça que je pense que Gaudu c'est une bonne idée de l'avoir mis sur le Tour de Catalogne en tant que leader entre guillemets. S'il fera que ça l'année, bien sûr, il fera pas le Tour en leader, il fera pas une autre course en leader, mais voilà. Non, de toute façon, je vous le disais hier en antenne, le but de la FDJ, c'est d'en faire un fidèle lieutenant de Pinot d'ici 1 à 2 saisons. Donc là, ils veulent l'endurcir un petit peu, qu'ils prennent le rythme du World Tour, qu'ils prennent de la caisse, avant de devenir de former un super duo avec Pinot en montagne. T'as une source pour ça? Parce que pour moi, c'est un futur leader aussi, Gaudu. Oui, c'est un futur leader, mais alors la source, je crois que c'est Martial Gaillan dans l'équipe au mois de février. Il y avait une page entière sur Gaudu à l'époque, et Gaillan disait que là, il voulait l'endurcir cette année et qu'à terme, il fera un duo avec Pinot avant de prendre son envol. Oui, mais après, Pinot, désormais, il a 27, un truc comme ça, donc Gaudu, c'est aussi l'après Pinot, je pense aussi, pour la vie. Oui, c'est ça, ils vont faire quelques années ensemble, et puis après, les rôles seront mieux départagés, je pense, il n'y a pas de problème. Théo, tu voulais rajouter un truc Ouais, je voulais dire, je me dis que ce que tu dis, Johan, c'est vraiment. J'aimerais bien que ça se passe comme ça, mais je pense que si si un jeune va être mis genre pour tester sur un tour d'une semaine et va complètement tout déchirer, va faire 2 ou va gagner, comme par exemple Lovequist, ils peuvent après genre se dire attends, il est vraiment bon, on va en profiter, on va le mettre sur les grands tours, etc. Et au final, ça va le cramer, et c'est ça que je me dis, genre faut vraiment faire gaffe à ça, quoi. C'est quand la personne est vraiment prête à avoir la caisse pour ensuite enchaîner sur les grands tours qu'il faut le mettre en tant que vrai leader, en tout cas seul leader, quoi. Voilà. C'est le piège de l'encadrement, ça. Après, il y a aussi un autre paramètre qui entre en jeu, c'est aussi le facteur psychologique, quoi. Un jeune qui est hyper prometteur comme Gaudu, je pense qu'il pourra pas se contenter de faire l'équiper pendant 2 ou 3 ans avant d'avoir sa chance. Donc, lui donner 1 ou 2 courses assez importantes, une course sur le Tour comme le Catalogne, dans ses premières années, juste pour le satisfaire et qu'il puisse ensuite apprendre gentiment, on va dire, à côté, ça peut être aussi un bon moyen pour moi. Effectivement. Ça se passe comme ça, oui, c'est vrai que c'est bien. Disons qu'il y a la grosse marche, c'est les grands tours qui physiquement sont hyper traumatiques pour des organismes des jeunes coureurs et qui malheureusement font des dégâts quand les mecs sont pas prêts, effectivement. Mais c'est vrai que Bernal, il aurait sans doute fait le Giro. Je suis pas sûr que effectivement les directeurs sportifs de la Androni, même si la bonne chose à faire ça aurait été peut-être de retarder le truc, vu justement la pression qu'ils doivent avoir pour avoir leur wildcard, s'ils avaient un coureur de ce talent-là dans l'effectif, il l'aurait aligné au départ du Giro, même si sur le long terme, c'était peut-être pas la meilleure façon la meilleure chose à faire pour lui, quoi. Effectivement. Et voilà, c'est pour ça qu'ils ont refusé l'invitation d'Androni RCS. Ah, c'est ça, ils pensent au futur au futur de Egan Bernal, effectivement. On va enchaîner avec la dernière course qui était au programme du jour. Attends, juste, je peux... Vas-y. Donc juste pour finir, ce qu'on a dit là sur les grimpeurs, pour moi ça vaut que pour les grimpeurs. Juste pour les sprinteurs par exemple qui sont prometteurs, eux par contre il faut leur donner tout de suite des responsabilités pour moi et leur laisser 2-3 ans voir s'ils ont une chance d'être sprinteurs avant de les passer ensuite en tant que poisson pilote, parce que ça sera pas du tout le même boulot plus tard. Donc ce qu'on a dit juste avant, ça dépend vraiment du type de coureur qu'on va former qui sont prometteurs. Ouais, après les sprinteurs, les grands tours, la marche n'est pas forcément haute pour eux parce qu'ils sont pas obligés de les terminer. Ils ont vraiment des objectifs qui s'étalent maximum une dizaine de jours, quoi. Aussi, il y a aussi ça qui rentre en compte, effectivement. Ouais. Passons du coup au Milan-San Remo, la Primavera, le premier monument de la saison parmi les classiques. Donc remporté par Michel Katowski pour quelques centimètres devant Peter Sagan et Julian Alaphilippe. Voilà le trio qui devance un peloton quand même d'une 50aine de coureurs, qui est réglé par Christophe. Donc voilà, une course avec un final finalement peut-être pas aussi sélectif qu'on aurait pu le penser, parce que comme je dis, un peloton assez important juste derrière ces 3 hommes, contrairement aux années précédentes, mais finalement une course qui va sourire à des gens qui seront partis dans le Poggio. Donc j'aimerais vous entendre déjà sur peut-être les tactiques qui ont été mises en place sur cette course. Je sais que Johan, tu avais 2-3 choses à dire, donc vas-y. Ouais, plus des anecdotes à souligner sur les bonnes tactiques de certaines équipes en fonction de leurs intérêts. Par exemple, on a vu que Dumoulin dans le Poggio essayait de durcir la course pour Matthews, et finalement la Sky qui avait comme leader Viviani, qui passait lui beaucoup moins bien les bosses,
finalement a réussi à ne pas laisser le tempo durcir parce qu'ils ont vu qu'ils ont laissé Dumoulin quelques mètres devant eux à faire son petit train et ils ont monté finalement à leur rythme un petit peu en dessous pour que Viviani puisse passer. C'est d'ailleurs un peu ce qu'avaient fait les Katusha dans la Cipressa aussi quand ils ont laissé un moment un trou se former derrière les quelques coureurs. Donc c'était juste pour signaler parce que ça m'avait amusé sur le coup de noter ça. Et je voudrais voir aussi le coup tactique de Sagan quand il passe son attaque, qui est vachement bien, au-delà du fait qu'elle soit super impressionnante, qu'elle soit tout ce que vous voulez, elle est aussi vachement bien pensée tactiquement, parce que quand on regarde où est-ce qu'il attaque finalement dans une légère courbe à droite, donc il est à la droite de la chaussée, il attaque juste au moment où les Sky qui sont en tête sont sur la gauche, avec Kwiatkowski et Alaphilippe encore sur la gauche du train Sky. Du coup, il est pas con, Sagan, il sait que ce qu'il fallait surveiller, c'était Kwiat, Alaphilippe et Van Avermaet. Et donc il attaque juste au moment où, pour le suivre, Kwiatkowski et Alaphilippe doivent faire un écart, doivent contourner le train Sky et peuvent pas directement se mettre dans la roue. Donc je voulais signaler aussi que c'est pas une attaque juste de bourrin qu'a fait Sagan, c'est vraiment une attaque bien réfléchie comme il fallait. Ok, effectivement. Et juste pour revenir sur Sagan, parce qu'il y a des gens qui disent que cet homme ne sait pas gagner, il paraît encore, parce qu'il fait beaucoup de seconde place sur des grosses courses. Qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il fasse pour qu'il gagne celle-là, entre guillemets ? Est-ce qu'il n'avait pas perdu dès le départ en se retrouvant face à des coureurs moins rapides que lui, qui allait forcément lui laisser faire la majeure partie du travail ? Qu'est-ce que vous en pensez, Adrien ? Moi, quand sur le forum, j'avais analysé son sprint et on voit clairement que ce qui lui fait défaut, c'est qu'il n'arrive pas à décoller totalement Kwiatkowski de sa roue et Kwiatkowski peut profiter de l'aspiration. Sagan, il s'est comporté en patron dans le final, il a roulé, il n'a pas demandé de relais outre mesure. Il aurait peut-être pu jouer un peu plus au bluff ou éventuellement faire un sprint encore plus fort. Bon, malheureusement, il avait peut-être plus assez les jambes, mais il était déjà très véloce. Mais je suis pas sûr que Sagan ait grand-chose à se reprocher. Il semblait au maximum de ses possibilités. Sur le sprint, il n'a pas été capable d'être plus puissant et de les décoller. Donc non, il n'y a rien à dire. Sagan patron, il ne peut pas se reprocher grand-chose sur cette course. Peut-être si il a du mal avec la tactique, il joue peut-être pas assez avec ses adversaires. Juste ça. Après, par contre, il y en a qui sont quand même un peu tombés sur lui. J'ai envie de dire que malgré qu'il soit meilleur sprinter des trois, ça c'est clair et net, il n'était pas non plus tombé contre Moncoutier et Perrault. Les Kwiatkowski et Alaphilippe, c'est deux coureurs qui sont pas des purs sprinters, mais qui ont tous les deux une bonne pointe de vitesse et qui l'ont déjà montré auparavant. Donc c'est pas non plus des deux chevaux au niveau du sprint, quoi. C'est des mecs qui étaient quand même des concurrents à ne pas sous-estimer, notamment sur un sprint à 3 qui est pas comparable en termes de tactique à un sprint massif. Ou même si Sagan il s'illustre sur les sprints massifs, c'est pas pareil lorsqu'on est face à un petit groupe, quoi. Théo, ton avis sur comme sur tu dis, Adrien, c'est Kwiatkowski joue parfaitement le coup. Hein. Quand il laisse l'écart se former derrière Sagan, juste avant de lancer le sprint à 300 mètres, là, Sagan il est un peu piégé, puisque soit il attend, il ralentit et Kwiatkowski peut le remonter, lancer, soit il fait comme il fait et il doit lancer en espérant qu'il y ait le trou qui se forme. Mais je pense que Kwiatkowski a juste parfaitement joué le sprint et quand il a laissé le trou se former, il avait déjà presque gagné finalement, parce qu'il avait réussi à maîtriser Sagan. Et il a dit d'ailleurs que le trou était volontaire, que c'était justement, il avait mis en place pour que quand Sagan se retourne, il voit qu'il y a un trou et qu'il déclenche son sprint et qu'il puisse derrière de suite enclencher et pas se faire surprendre par le démarrage de Sagan. Théo, ton avis sur c'est ce que je voulais dire justement, que en fait Sagan il s'était fait avoir sur le trou en fait et qui a été laissé assez tôt. À 300 mètres, en fait, il l'a vu à 250 mètres, il a lancé tout de suite. Et il a lancé à 250 mètres et ça fait beaucoup après 290 bornes. Du coup, c'est sûrement, moi en tout cas, je trouve que c'est pour ça qu'il a perdu. C'est juste que il a vu le trou et il s'est dit, il y a un trou, du coup, faut que je sprinte et comme ça, ils vont pas pouvoir me rattraper. Et alors que je pense que le truc à faire, c'était plutôt d'attendre encore 50 mètres, lancer le sprint et sur la giclette et les autres en tout cas, ils allaient avoir du mal à le remonter parce qu'en 150 mètres, ça commence à être difficile, quoi, parce que quand même Sagan il conserve une très bonne accélération, quoi. Après c'est juste qu'il a eu du mal à maintenir la vitesse. Après faut pas oublier que les autres derrière étaient à 5 secondes seulement parce qu'il y avait un écart de 15 secondes à 1,5 km je crois, un truc comme ça, mais oui, ils sont revenus, mais il serait pas rentré. Il serait jamais rentré, hein. Même si c'était arrêté 100 ou 150 mètres de plus, il rentrait pas. C'était sûr. Ok. Mais comme tu dis, le fait de retarder le sprint, ça pouvait aussi laisser le temps à Alaphilippe ou Kwiatkowski de lancer avant lui. Et s'ils lancent avant lui, ils ont un avantage de vitesse aussi qui se répercutera dans les 100 prochains mètres le temps que Sagan atteigne sa vitesse maximale. Et ça pouvait aussi le faire perdre comme ça.
Non, mais le fait qu'il y ait un trou, justement, ça lui laisse un peu plus de temps pour réagir. Ça joue dans les deux cas, en fait. Le Oui, trou, c'est certes, mais c'est facile à dire après, quoi, on va dire. Comme quoi, faut pas trop profiter des trous. Ouais, Sagan, s'il était vraiment plus fort, il aurait dû partir tout seul et voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est sa faute. Hein. Ouais, au moins. Parlons vite fait aussi des Italiens qui, alors, comme tu me le disais, Adrien, n'ont pas gagné depuis combien de temps sur la Primavera? Depuis Pozzato en 2006. Voilà, donc ça commence à faire un petit peu 11 longtemps, ans. alors que c'est une classique qui, de façon traditionnelle, et quand même c'est la classique des Italiens, quoi. C'est leur classique préféré. Désormais, c'est plus la Lombardie parce qu'ils n'arrivent plus à gagner grand-chose sur Milan-San Remo. Donc voilà, qu'est-ce que vous avez à dire sur la performance des Italiens sur ces classiques et puis plus généralement peut-être les Italiens en général qui sont peut-être pas aussi performants qu'auparavant. Adrien, justement, comme c'est toi qui avais lancé un petit peu l'idée du sujet, je te laisse commencer. Ouais, les Italiens sont moins performants qu'auparavant. Nibali fait troisième en 2012, l'année où Chavanel brille d'ailleurs, je crois, où Chavanel a fini quatrième place. Mais les Italiens ne brillent plus comme ils pouvaient le faire en début de siècle avec Bettini, ou même Pozzato qui avait gagné. Moi, je crois justement que ça montre la pauvreté, non pas des leaders italiens, parce qu'il y a quand même des leaders, il y a quand même Colbrelli, Viviani, à un degré moindre, Gavazzi ou Sbaragli. Ouais, Je pense surtout que carrément moindre là. ouais, carrément moins de soit, mais c'est surtout la faiblesse des équipes italiennes. On n'a plus d'équipes italiennes dans le World Tour, on n'a plus de... Enfin, on a des bases comme Team Emirates ou Bahreïn, mais ces deux équipes ne sont pas les plus fortes du peloton. Moi, je crois vraiment que l'Italie est en perte de vitesse d'un niveau global, à un degré moins de l'Espagne. D'ailleurs, on le voit puisqu'il n'y a plus que Movistar dans le Pro Tour. Je ne suis pas convaincu qu'un Italien gagne San Remo dans les années à venir, hormis Viviani, éventuellement, s'il s'appuie sur son collectif Sky, mais c'est le seul qui me semble être en mesure de remporter Milan-San Remo. Ou peut-être Colbrelli en joignant une armada. Ouais, mais après il y a aussi le fait que Milan-San Remo, mine de rien, bon, ça reste une classique qui fait briller quand même les sprinteurs, une bonne grosse, enfin, disons une fois sur deux ou deux fois sur trois. Et côté italien, traditionnellement, on a toujours eu des sprinteurs d'exception et que on a eu Petacchi, on a eu Cipollini sur années 90, années 2000. Ah, Et Petacchi, là- Petacchi l'a gagné, t'as Oui, raison. Petacchi l'a gagné. Et depuis, la nouvelle génération, entre guillemets, est beaucoup moins imparfaite. Disons qu'elle domine plus le monde du sprint. Le monde du sprint, c'est les Allemands, c'est Kittel, c'est Greipel. Ça a été les Britanniques avec Cavendish, même s'il est un petit peu plus sur la touche. Maintenant, on va avoir Gaviria, pourquoi pas Ewan. Mais disons que les Italiens sont plus trop dans le haut du panier. Il n'y a guère que Viviani. Et encore Viviani, il se met à être dans le haut du panier parce qu'il a un petit peu arrêté, il a mis de côté la piste. Donc peut-être que justement Viviani, il va rentrer dans ce Gotha de façon un peu plus, disons, costaud que ce qu'il faisait jusqu'à présent. Mais à part Viviani, en termes de gros sprinters, Nizzolo, c'est le roi des deuxièmes places. Colbrelli, c'est un puncher sprinter. Il n'a pas vraiment, en termes de pointe de vitesse, il reste quand même moins fort que les vrais sprinters. Est-ce que c'est pas surtout dans le domaine du sprint en fait que l'Italie est en retrait? C'est pour ça qu'on la voit moins sur Milan-San Remo. C'est vrai que. Ah, je Vas-y, voulais juste, Adrien. excuse-moi, je me permets. Il y avait Guardini. À un temps, on pensait que Guardini allait être énorme. Au final, il arrive à briller que sur le Hankawi. Peut-être Minali, le Marco Minali, là, qui a fait un très bon début de saison, qui est encore jeune. Alors, c'est vraiment hypothétique. Ouais. Il y a Consoni aussi qui est censé arriver aussi, on verra, mais... Le Maresco. Ah oui, Ah oui, Maresco. Maresco, ouais. Mais Guardini, Maresco, c'est des mecs qui ont l'air de pas passer un pont d'autoroute, mais genre incroyablement. Hein. C'est, Oui. Ah, Pelucchi aussi, d'ailleurs. On a oublié Pelucchi, mais c'est un rétal, Pelucchi. Ouais, fait bon, Pellucci, c'est comme... oui, c'est des mecs qui font partie du second rideau, quoi. C'est Apollonio il y a 3-4 ans, quand il performait Apollonio, encore. ouais. Mais enfin voilà, c'est plus du top sprinter, quoi. Théo Moi, je suis d'accord. En fait, je pense que c'est surtout un manque de top sprinter ou top puncher, comme il y a eu avec Bettani ou je sais pas quoi. C'est genre, maintenant, ils ont pas mal de sprinters. Donc, on a dit Viviani, Nizzolo, Modolo, Pelucchi même, des sprinters quand même bien corrects, mais qui au final sont pas assez bons pour remporter Milan-San Remo. Et au niveau des punchers, il y a Colbrelli, mais Colbrelli, c'est le seul qui, pour moi, vraiment a une vraie chance de gagner Milan-San Remo dans les années à venir. Parce que sinon, les autres, il n'y a pas d'autres moyens, en fait, je trouve. Parce que, genre, Viviani, je pense qu'il sera toujours, s'il est dans un groupe, il sera toujours avec des gens plus rapides que lui, quoi. Genre, s'il est dans le groupe, Gaviria, il sera dans le groupe, et je pense que Gaviria, ça va toujours plus vite que Viviani. Effectivement.
Johan, un avis sur la question? Oui, dans ceux que vous n'avez pas cités, il y a encore Bonifacio, Oui. Gavati Ah oui, aussi. cinquième, ouais. Mais Bonifacio, on l'a finalement, pas bien c'est un peu le. J'ai l'impression que la situation de la France et l'Italie sur les sprints se sont un peu inversées. C'est-à-dire que, ouais, comme vous dites, maintenant, en Italie, il y a quand même une énorme densité, mais en deçà des meilleurs, comparé à la France, par exemple, maintenant où il y a des marques, Cocard, Boigny, derrière eux, il y a moins de matière. Mais en Italie, ouais, il y a un énorme vivier, avec Chimolay en plus, qui est là, un peu en dessous des meilleurs, mais qui sera pas assez forte pour gagner un monument. Donc, Peut-être Trentin. ouais, c'est marrant de voir comment les deux situations sont inversées, pardon. Mais Trentin, ça C'est sera tout. jamais un pur Ouais. sprinter par contre. Ah oui, Trentin aussi, ouais, c'est vrai. Ah, il va vite hein, quand même. Ah ouais, tu voyais, à chaque fois on trouve des noms. Mais ça fait Mhm. partie de ces Trentin, ça fait partie de ces sprinters qui passent super bien les bosses, mais qui en termes de vitesse pure, je pense, n'arriveront jamais à concurrencer les meilleurs. Mais c'est comme Colbrelli, c'est des mecs un petit peu complets, quoi. C'est des. Il fonctionne Trentin, je pense, c'est un genre de mec qui fonctionne bien sur les sprints d'un boss surtout. Genre, vraiment. Effectivement, ouais, pourquoi pas une génération un petit peu moins, pas nombreuse, mais talentueuse du côté d'Italie. Tu m'as rappelé les heures les plus sombres du sprint français, là, quand on avait Jean-Patrick Nazon et Casper en chef de file. Là. Ah, mais ils ont gagné sur le Tour de Ravard et France. hein. Mondori. Ouais, Mondori aussi, putain. Et on croyait en Dumoulin, le sprinter de ouf. Bref. Ok, bon, ben. Justement, tu parlais de Gaviria, Théo. Ben justement, vite fait, pour terminer sur Milan-San Remo, et signaler que quand même cette édition était peut-être un petit peu moins sélective que les éditions précédentes, parce que le peloton comptait quand même 50 coureurs, juste derrière le trio de tête, alors que les années précédentes, c'était au maximum, il y avait 35 coureurs maxi. Donc finalement, moins de sélection cette année. Donc un Gaviria, bon, qui comme l'année dernière est là sur le final, cette fois-ci il chute pas, donc il prouve que 300 km ça lui fait pas peur. Et surtout, Ewan qui termine dans les 10 premiers, alors qu'Ewan on s'était dit non mais c'est mort, Ewan il passe pas, il arrivera jamais à passer les bosses, et Ewan il est là au final, donc quelque chose à dire sur les deux futurs cadors du sprint annoncés depuis 2-3 ans par tout le monde, Théo? Bon, moi, Gaviria, ça me surprend, genre, pas du tout qu'il soit là, genre, parce que déjà, de base, le San Remo, il a été couru très lentement jusqu'à la Cipressa, du coup, ça a permis vraiment de pas trop se fatiguer jusqu'à la Cipressa, enfin, jusqu'au Capi, on va dire, et, euh, et après, Gaviria, les boss, il sait les passer, quoi, y a pas de souci, et même Ewan, c'est vrai qu'il passe quand même moins bien les boss, etc., mais avec son petit gabarit, enfin, moi, en tout cas, je l'ai toujours vu quand même comme pas un sprinter, pas comme un mec comme Pelucchi ou enfin, vraiment un mec qui passe pas du tout les boss. Je le voyais quand même comme un mec qui, un peu à la manière de Cocard d'ailleurs. Les deux, ils sont assez petits, mais passent pas tant que ça les boss. Enfin, en tout cas, moi je trouve pour moi, même si Cocard il passe les boss courtes quoi, mais après non. Et donc ça m'a pas surpris en tout cas de voir Ewan en tout cas dans les 50. Enfin, même s'il y avait 30, je pense qu'il aurait pu être dedans sans aucun souci. Ok. Bah après, le gabarit, on a vu des sprinters tout petits qui passaient pas super bien les bosses. Hein. Et McEwen, ça n'a jamais été un foudre de guerre dans Oui. ce domaine. Et puis même, on parlait de Maresco. Maresco, il est très petit. Après, il est costaud, Maresco, quand même, il est lourd. Il est très justement, musculeux, ouais. par rapport à sa taille. Mais lui aussi, malgré son gabarit, les boss, il aime pas trop ça. Adrien, ton avis sur... Ewan, il m'a surpris. Gaviria, c'est un crack. C'est le futur top de la discipline. Mais Ewan m'a surpris dans le sens où il avait abandonné assez tôt sur Tirreno, la deuxième étape, je crois. Ouais, sur Et il chute. est pas. Oui, sur chute, voilà. Et on l'avait pas vu entre temps, donc il a dû faire une très bonne préparation individuelle. Et j'étais surpris de le retrouver en 10e position. À citer aussi Kort Nielsen qui fait 11e. Lui, je pense qu'on va le retrouver sur tous les terrains des classiques dès cette année, pour l'année prochaine. C'est un futur très bon également. D'ailleurs, Voilà. on pourrait regretter quand même quelque chose chez Orica, c'est qu'il y a Ewan qui termine 10ème et Cornelissen qui termine 11ème. Visiblement, il n'y en a aucun des deux qui s'est mis au service de l'autre. C'est un peu dommage quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Johan? Peut-être qu'ils se sont perdus, un peu comme il avait fait il y a quelques années Modolo et Bonifacio, qui faisaient aussi genre 5 et 7 pour la Lamprey. Ils disaient que c'était perdu en sprint final. Peut-être que c'est ça qui s'est passé, on pourra jamais savoir parce qu'il n'y a pas de caméra au-dessus du peloton sur cette arrivée. Mais oui, pour en revenir à ce que vous disiez sur Gaviria et Ewan juste avant, Gaviria, je vous rejoins totalement, c'est un futur crack. Et Ewan, effectivement, il m'a surpris. Comme disait Théo, il a la capacité de bien passer les finales en boss en fait. Quand on se rappelle l'étape qu'il gagne, la première étape sur la Vuelta qu'il gagne, c'est aussi une étape où il bat Degenkolb justement dans une arrivée qui est en faux plat montant.
Donc là, sur ce type de terrain, je savais qu'il passait. Par contre, j'avais été mauvaise langue, j'avais dit qu'il se ferait péter le caisson dans la Chypressa. Effectivement, ça a été la grosse surprise de le retrouver, dans le peloton, dans le top 10 au final. Donc, je m'excuse auprès de Caleb Ewan. Je pense qu'il accepte tes excuses. Donc voilà, soulagé. Voilà, bon, on va conclure le bilan sur Imola. Juste peut-être signaler le fail peut-être de Cavendish, de Swift. Quelqu'un veut le souligner? Surtout Cavendish. Surtout Cavendish, ouais. Qui termine très loin, qui est lâché relativement rapidement. Justement sur une édition pas si sélective où il aurait pu, pourquoi pas, passer. Mais bon, sa victoire, ça remonte, hein, ça fait quand même 2009 maintenant. Ouais, il gagnera plus. Hein. Ah bah Ouais, là, fini. clairement, la pente descendante est là, quoi. On peut citer aussi Modolo, non? Modolo, il finit avec Cavendish, je viens de voir. Ah oui, bah oui. Et depuis Chereux, Benoît, tout ça. Betancourt, bon. Roland aussi qui s'est loupé. Ouais, Roland. Bah, un peu la loto en fait. Maresco aussi. Bon, Maresco, sincèrement, C'est attendu du coup. c'était peut-être pas celui qu'on attendait le plus dans le final, quoi. Ouais, Ok. Et une petite remarque aussi, je voulais avoir votre avis là-dessus. J'avais remarqué en direct, je me suis dit qu'Alaphilippe, finalement, il avait perdu peut-être Milan-San Remo dans la descente. Ça fait peut-être un peu bizarre de dire ça, mais j'ai vu qu'il y a plusieurs virages, il manquait peut-être un peu de lucidité. Et par rapport à Sagan et Katowski qui avaient passé super bien les virages, Alaphilippe, il était un peu plus... Enfin, il est passé moins bien. Du coup, il devait s'imposer des grosses relances à la sortie des virages pour tenir les roues. Et finalement, après coup, je me demande si c'est pas là-dessus... ce qui est étonnant de dire ça, parce que Alaphilippe, c'est un super descendeur. Mais c'est peut-être pas parce que là-dessus qu'il a grillé un peu quelques cartouches à Alaphilippe et qu'il n'a pas eu les ressources pendant le sprint pour faire un sprint qui leur a pas gagné, quoi. Mais Alaphilippe, Je pose la question. Alaphilippe, c'est un descendeur correct, mais j'ai envie de faire. Moi, le truc que je mis dans ma tête en premier, c'est que c'est un bon descendeur, mais qui s'est retrouvé face à sans doute les deux meilleurs descendeurs du peloton et que tout bon descendeur qui soit, il est obligé de. Au niveau trajectoire, au niveau tout, en descente, il est un petit peu inférieur aux deux autres. Du coup, c'est peut-être qu'il a dû dépenser un peu plus d'énergie pour rester dans les roues que s'il s'était retrouvé avec deux autres coureurs qui étaient au même niveau que lui en descente, quoi. Je pense surtout à ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je suis d'accord avec Johan dans le sens où on a vu dans la descente Alaphilippe s'étirer à plusieurs reprises, bouger les mollets, les cuisses, tout ça. Je pense qu'il y avait un peu d'acide lactique dans les jambes. Je pense que c'est surtout là-dessus. Il a voulu souffler dans la descente. Le problème, c'est que Sagan, il a posé un rythme d'enfer. Et ça a peut-être condamné, en effet. Et peut-être une mauvaise gestion de la descente et peut-être une envie de souffler alors qu'il fallait pas. Bon, après, la descente de Milan sauf du Poggio, quoi, c'est pas la descente où tu peux souffler, hein, parce que c'est une descente qui est ultra technique avec des relances de tous les côtés. C'est pour ça qu'il a peut-être fait une erreur. Peut-être. Théo, un avis sur Alaphilippe et ses qualités de descendeur? Bah, je suis plutôt d'accord avec ce que j'avais dit, dans le sens où il s'est vraiment retrouvé face à genre deux. Enfin, ouais, les deux meilleurs descendeurs du peloton, quoi, avec Bambia aussi, qui est bien bon aussi. Genre vraiment, au niveau des trajectoires, ils sont vraiment parfaits, les deux. Du coup, lui, bah, même si genre c'est un vraiment bon descendeur, les trajectoires, bah, il l'a raté un petit peu. Du coup, comme tu as dit, bah, il devait plus relancer, etc. Et ça a dû, bah, je sais pas si ça lui a coûté la victoire, mais ça a dû peut-être l'entamer un tout petit peu plus. Et c'est peut-être ça qui lui coûte la victoire à la deuxième place, je sais pas. Ok, bah du coup, je pense qu'il est temps de refermer la page de Milan-San Remo. On est sur un podcast de très long, hein, je vous le dis, hein, les gars. Je vais avoir du montage de mon côté, mais il n'y a pas de souci. Et on va entamer donc la dernière partie, l'ultime débat de cette émission. Adrien, je vais te laisser la parole pour ton billet d'humeur. Ok, ça marche, pas de problème. Alors bah, moi, je voulais vous parler d'une renouvellement sur les classiques flandriennes avec la future retraite de Boonen et la retraite déjà commencée de Cancellara. Donc je vais prendre en considération seulement les classiques de mars-avril, à savoir l'E3, Gango-Welgem, Le Ronde et Roubaix. Sur les 10 dernières éditions, depuis 2007, Boonen et Cancellara, ils pèsent 40% des victoires sur ces 4 courses. Et en comptant les autres retraités, Nuyens, O'Grady ou en perte de vitesse, De Volder, Pozzetto, etc., on est à 70% de victoires. Donc les coureurs restant dans le peloton ayant déjà gagné ces courses, on a Sagan avec 4 victoires, Katowski, Thomas, Boassenhagen, Degenkolb, Christophe, Terpstra et Ayman l'année dernière, la surprise. Et moi, mon pari pour cette année, c'est un total renouvellement des coureurs victorieux,
avec que des vainqueurs inédits, justement. Je vois bien des Stibar, Van Mark, Van Avermaet, Demar, ou Neisen même, Stuyven éventuellement, remporter les 4 classiques. C'est la bonne année. Je pense que le renouvellement générationnel aura lieu en 2017. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Peut-être aussi, j'ai oublié Luc Hero et Yann Stannard, le duo de la Sky. Ils peuvent faire des merveilles. Effectivement, ouais, il y a. Après, les classiques entre guillemets pavés, ça a toujours été un truc pour des coureurs expérimentés entre guillemets. D'ailleurs, bon, Eman il gagne sa première. Bon, même si c'est une surprise, il gagne vachement. Enfin, il gagne alors qu'il est plutôt âgé. Ça a toujours été quelque chose qui a été dominé par les coureurs plutôt âgés. Du coup, j'ai envie de me dire que oui, ceux qui partent à la retraite sont remplacés par d'autres mecs expérimentés, mais qui sont une génération en dessous. Un mec comme Benoît, par exemple, même si c'est un talent incroyable. Peut-être qu'il est un petit peu vert pour vraiment arriver à en gagner un. Après, il peut toujours. Ah, mais je l'ai pas cité, hein. Si t'as remarqué, j'ai pas cité Benoît. Hein. Je cite des mecs comme Van Mark, Van Avermaet ou Stibar. Alors, Van Mark, ça fait un moment qu'il tourne autour, donc effectivement, pourquoi pas Van Mark. Mais est-ce que Van Mark va réussir à gagner un jour? Parce que Van Mark, il se pose de plus en plus comme le nouveau Fletcher, le mec qui fait que des deuxièmes ou des troisièmes places et qui n'arrive pas à aller au bout. J'espère qu'il va gagner. Vas-y, Théo. Ouais, j'espère Van Mark vraiment gagne qu'il- aujourd'hui à travers la Flandre. Je le dis. Ouais, j'ai pronostiqué ça. Ah ouais, mais c'est à travers la fin, je l'ai pas compté dans mes grands classiques. Non, normal. Mais ouais, non, Van Mark, en Certes. vrai, c'est sur les sur les pavés en tout cas, on a vu il est, pour moi, c'est le plus costaud sur les pavés. Genre juste sur les pavés, hein, pas sans compter les monts pavés, juste pavés. Genre du coup pour Paris-Roubaix, pour moi, c'est vraiment le meilleur. Mais après, faut qu'il apprenne à ne pas faire que bourriner et qu'il ait un peu de chance. Le problème qu'il a aussi, c'est qu'il faut pas qu'il arrive avec d'autres mecs parce que souvent, au niveau de pointe de vitesse, il se fait battre par les salons, en fait, etc. Ouais, en vrai, il a une pointe de vitesse quand même. Il est pas genre, c'est pas un manche, mais c'est juste que les gens en face de lui, ça Sagan, Van Avermaet, ça va plus vite. Et Degenkolb, Christophe, enfin bon, j'allais dire Desmar, mais bon, pour moi, j'ai du mal à le voir sur les classiques. Euh, donc ouais, en termes de pointe de vitesse, il est tombé sur la mauvaise génération. Genre, il a pas de, tous les gens en face de lui qui sont bons, ils sont bons en sprint aussi. Et Van Et Mark, après- il est un peu gentil, je dirais. Quand tu vois, par exemple, c'est la course que Sagan ou Van Avermaet, enfin, quand ils arrivent à 3 avec Sagan et Van Avermaet et Van Mark sur le Het Nieuwsblad, je crois. J'avais vu une interview après course où il y a Sagan et Van Mark sur un même plateau. Et Sagan demande à Van Mark, mais pourquoi t'as pas attaqué? J'aurais attaqué à ta place. Et t'as Van Mark qui a l'air tout penaud à dire, on avait dit qu'on roulait jusqu'au sprint, alors du coup j'ai roulé quoi, et puis tu t'es fait baiser. C'est le good guy. Mais voilà, ça m'a fait assez rigoler. C'est un peu typique de Van Mark qui est très fort sur les pavés, mais qui manque à mon avis de tactique de course, Ouais, ou qui est pas tactique assez de méchant au moment C'est le mec de tuer la surferpé. C'est le mec qui offre une place sur le podium à Cancellara sur le Tour des Flandres l'année dernière. Là. Il est avec Cancellara dans le final. Ils sont en poursuite de Sagan Oui. et il ne dispute même pas le sprint pour la seconde place à Cancellara. Il le laisse passer et Ouais. il lui fait une courbette, etc. Enfin, niveau. Enfin, il savait qu'il allait se faire allumer aussi, non? Bon, après, peut-être. Mais Quand tu verras, le fait de même pas le disputer, c'est une image qui est. Moi, ça, c'est une Ah, image mais que il je finit trouvais troisième au magnifique. final. Oui, Il c'est une finit image troisième. Donc, c'est une image que je trouvais quand même assez magnifique parce que c'est le respect pour la légende, etc. Mais bon, après, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le mec qui va faire les coups tordus ou qui va justement avoir assez de vices pour gagner, effectivement, Van Mark. C'est peut-être ça aussi, ouais. Après, moi, j'ai Van- souvenir, excuse-moi, Vas-y, moi, j'ai souvenir de Van Mark qui allumait Bounano Sprint, non, en 2012, sur le Headvolk. sur le head, ouais. Bon, après, oui. Avec Fletcher, je de crois. placette à Grand C'est Belgium aussi, au milieu des meilleurs sprinters. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, comme quoi, quand il veut, des fois, il y arrive. Mais après, Ouais, mais c'est un sprinter de bourrin, quoi. Voilà, il n'y a pas de. est-ce que t'as pas cité Ouais. aussi Van Avermaet, je crois? Parce que, Si. t'as Si, cité- Il a parce cité, que oui. lui aussi c'est un type qui, bon, même s'il s'est mis à gagner il y a 2-3 ans, il a conjuré le signe indien, les grosses classiques que tu as citées, là, de mars-avril, il n'en a pas encore gagné une seule. Donc lui aussi, ça peut être aussi un potentiel vainqueur de cette année, effectivement. Bon, même si on Milan-San Remo, il y en a certains qui diront qu'il est raté, quoi. Donc des avis sur la nouvelle génération de Flandriens, à part Van Mark, à part Avermaet? Est-ce qu'il y a d'autres mecs que vous pensez qui vont reprendre le flambeau? On n'a pas parlé de Stannard non plus, qui se monte super fort et qui lui aussi, à part un Het Nieuwsblad, n'a rien gagné pour l'instant. Johan, Théo, Adrien? Ouais, on a parlé de Lars Boom aussi, qui a lui non plus rien gagné, alors qu'il a un beau potentiel pour Paris-Roubaix. Ah, mais boum, Mais, il fait pas une bonne saison, là. Ouais, non, Alors- mais je veux dire, il a déjà fait deuxième Paris-Roubaix, quoi. Il a jamais Alors- gagné de classique. Alors que Enfin bref, pour moi, dans la jeune
Ouais. Boom, il fait pas une bonne saison sur route là, alors que justement il a fait une de ses meilleures saisons de ces dernières années en cyclocross. Donc justement on pouvait Cyclocross, s'attendre à pourquoi pas la renaissance de Boom, mais finalement bah non. Dommage. Peut-être qu'il est Encore un mauvais malade. rival. Bah, moi il m'a pris une Bref, place dans du mon, coup, ouais. dans mon effectif Ouais. rival. Hein. Ouais, moi aussi. À moi. Du coup, moi, chez les jeunes générations, pour moi, les deux plus prometteurs, c'est Benoît et Lucro, plus que Stannard, mais pour moi, Lucro m'impressionne vraiment. Et une petite piécette sur Lucro à Paris-Roubaix cette année. Ah ouais, carrément. Ben moi, justement, Carrément. Lucro, je sais pas trop. J'ai l'impression effectivement, il est fort, mais j'ai l'impression qu'il manque un peu d'endurance. Que sur les grosses classiques, dès que ça va dépenser vraiment les 220, 230 km, j'ai l'impression qu'il est un peu court des pattes de derrière, quoi. Parce que je me rappelle c'était un Net Newsblad, je crois, l'année dernière, où il est devant et il est complètement cramé sur le sprint final, un truc comme ça. Donc, je suis pas sûr que Rowe, au niveau de caisse, il soit au même niveau que les tout meilleurs. Je pense que justement Stannard est bien plus fort que lui du côté de la Sky. Ouais, c'est sur la Plus l'année dernière où les Goujard, etc. C'est ça, ouais. En même temps, il y avait Benoît, Van Avermaet et Sagan, c'était vraiment les meilleurs en course. Non, en gros, c'est un bon outsider, en effet. Ok. Et personne voit Nezen. Je suis le seul à croire en ce coureur. Si. Moi, Ah, je, j'ai 2 heures. Nezen, il est. Enfin, je le trouve vraiment je le trouve costaud, et surtout sur beaucoup de terrains. Genre, je crois que c'était même Trifon qui l'avait fait remarquer qu'il avait, même sur la montagne, là, pendant le Paris-Nice, il était présent, il a dû finir par faire un top 20 ou top 25 au final. Oui, il fait 19e. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Au général. Du coup, ouais, Nezen, et franchement, autant, genre, je pensais qu'il sortait un peu de nulle part, etc. Et là, vraiment, toute l'année dernière et ce début d'année, il a vraiment confirmé. Et je pense qu'il va faire des belles places. Peut-être pas des victoires, mais des belles places. Je le vois bien en top 5 sur des monuments. Mais après, le seul truc que j'ai avec Neisen, c'est que Neisen, moi, il s'est révélé l'année dernière sur des profils vallonnés. Après, il a montré sur le premier week-end des Flandriennes cette année qu'il savait passer les pavés. Mais en termes de référence pure sur les pavés, il n'en a pas forcément énormément, à part sa 7e et 8e place sur Etniusblad et Kurn Bruxelles Kurn cette année, quoi. C'est-à-dire que 13e de Roubaix. 13e de Roubaix l'année dernière. 13e de Roubaix, ouais, c'est pas mal, effectivement. Ah, mais J'ai tu sais, tu peux passer de 13e à vainqueur. Hein. Roubaix, c'est une loterie, donc. Oui, ouais, Van Semmeren, avant de gagner, je suis sûr que l'année précédente, il n'était pas 13e. Fait bref. Mais oui, c'est sûr, mais... Ouais, il faut été bon, c'est marrant. Oui, il a toujours été bon. Bon, Avec les top 10, ouais. J'aurais pu prendre Rayman comme exemple. C'est sûr, Oui. mais fait, en tout cas, il a... Les top 10 à Paris-Roubaix avant aussi. Hein. Donc, vous avez pas cité Benoît parce que vous le pensez un petit peu vert, mais vous pensez à Neisen, qui est encore plus vert et qui surtout a moins de références, je trouve, que Benoît. Il est pas plus vert, Nezen. Il est plus vieux, il est bien plus vieux que Benoît. Oui, mais je veux dire dans son palmarès, ses références sur les Flandriennes, même si 13e sur Roubaix c'est pas mal, c'est pas ce qu'a Benoît. Benoît, il a un top 5 sur le Tour des Flandres. Et 5e des Flandres. Ouais. C'est... Si, moi je te dis, Benoît, c'est avec Rowe, les deux futurs gros pour En moi. fait, voilà. Et Neisen, il a beau avoir de très bonnes qualités, pour moi, il n'est pas dans la bonne équipe pour performer sur les Flandriennes. En même temps, tu veux qu'il soit où? S'il était dans les équipes belges, il serait qu'un équipier parmi tant d'autres. Hein. Type Vandenberg ou Van Kallesbruck qui est parti chez Bonti là. Oui, ouais, mais il pourrait profiter du surnom pour en scorer une et la mettre au fond de temps en temps, une fois de temps en temps peut-être. Ouais. Mais chez AG2R, j'y crois pas du tout. Bon, en même temps, chez AG2R, il a l'avantage d'être le seul leader dans ce domaine et justement le fait que personne ne va lui demander quoi que ce soit dans des... Enfin, ceux qui doivent bouger, ça va être les grosses équipes. Lui, ça peut être le mec qui peut suivre et qui peut en gagner une justement par le vice que n'a pas Van Mark, c'est-à-dire en laissant travailler les autres et en partant derrière, quoi. Ouais, mais dans le placement au pied des monts, par exemple, comment tu fais si t'as pas d'équipier tu vas pas plein d'énergie à te replacer tout seul et tu vas le payer ensuite, quoi. T'as moi, Goujard, c'est comme t'as ça que je le vois. Vandenberg. Après, c'est sur le placement au pied des monts. Souvent, pour que tu parles de placement, il faut que ce soit un peloton qui soit encore un peu important. Et là, il y a bien 2-3 H2R qui vont être encore avec lui, quoi. H2R, c'est pas l'équipe des Flandriennes, mais c'est pas non plus. C'est pas Euskatel Euskadi, quoi. Je sais pas ce que Ils ont quand même réussi à faire disparaître tous les Flandriens qu'ils ont recrutés à G2R. Hein. Ouais, Tu vois, Turgot, Godin, les mecs comme ça. Faut voir ce qu'ils ont fait quand ils les avaient recrutés, hein, parce qu'ils ont recruté derrière, c'était d'autres pieds en éventail, ils ont plus rien fait sur les Flandriennes. Hein. Non, mais à G2R, ça n'a jamais été une équipe de Flandrienne. Je vais vous livrer une petite stat là. Alors, c'est une mémoire, hein, parce que je suis en train de faire la présentation de Paris-Roubaix. C'est l'équipe qui a le plus participé à Paris-Roubaix dans tout le peloton, et ça a 25 participations. Et leur meilleure performance, ça doit être Sébastien Hinault, 8e ou 9e au début des années 2000, quand il était échappé là. Ouais, c'est ça, voilà. Non, c'est une équipe qui n'a jamais brillé sur les Flandriennes.
Ouais, certes. Bon, maintenant, ils ont Neysen. C'est toutes les équipes. Ils essaient de se diversifier à G2R. Hein. Ils ont pris Neysen pour les classiques. Ils ont pris Enger pour les sprints, alors que ça faisait, je sais pas plus combien de saisons qu'ils avaient plus de sprinters dignes de ce nom. Bon, là, Enger, il fait n'importe quoi. Il fait plus grand chose. Donc, ils ont toujours pas de sprinter digne de ce nom. Mais de toute façon, il était malade, je crois, un truc comme ça. Donc, il avait un truc particulier. Mais bon. Ouais, ils essaient de se diversifier. Ouais, pourquoi pas Neysen? Je sais pas. Vous avez d'autres noms en tête ou on arrête là? Steven, j'ai cité Steven aussi, Steven qui a une petite hype sur le forum, je sais que Trifon l'aime bien. Vainqueur de Kuhn Bruxelles Culture l'année dernière, il peut tirer les marrons du feu dans des courses cette année. Après, les courses qu'il abordait en tant que leader, c'était le premier week-end, parce que maintenant il va avoir des gain calls dans les pattes. Oui aussi, mais justement il peut profiter des marrons du feu, du marquage de son coéquipier Dalian Kolb. Il peut profiter des marrons du feu, je la note celle-là. Oui. Ah, je voulais dire tirer, mais oui, tu as compris. Vas-y, continue donc. Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. Non, moi, Steven est aussi une belle carte. Il fait partie des favoris pour moi pour Grand Vevelgum ou ce genre de course. Donc, donc si je résume, je note tous les noms des mecs qui peuvent gagner, qui n'ont toujours pas un nom de classique à leur palmarès, enfin un nom de classique de mars-avril. Donc Van Avermaet, Rowe, Benoît, Stuyven, Van Mark. Et pourquoi pas Neysen? Estibar, ah oui, Estibar, on n'a pas du tout parlé. Estibar. Estibar, lui, c'est typiquement le genre de mec qui peut effectivement profiter du surnom, quoi. C'est ça. Et Moscone, vous y croyez? Ouais, j'y crois bien, mais pour pas cette année, pas l'année prochaine, mais genre dans quelques années, je pense qu'il faut qu'il se spécialise dedans, parce que là, il est trop éclectique. Genre, il fait des fois un peu de montagne, il fait du vallon, il fait du pavé, genre, faut qu'il se spécialise un peu. Et je pense que l'endroit où il faut qu'il se spécialise, justement, c'est les classiques flandriennes. Et si vraiment c'est ce qu'il fait, je pense que ça peut devenir un très bon. Il a le gabarit après à Moscone. Hein. Moscone, c'est Balane en devenir, quoi. C'est ça, très classieux sur le vélo. C'est ça. Bon, les gars, je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Vous savez qu'on avait prévu de faire à peu près 1 heure, on a 1h30 d'enregistrement, les gars. Je pense que là, au niveau montage, je vais me régaler. Plus loin est-il que... Bon, il est temps de conclure, il est temps de vous donner le mot de la fin. Je donne toujours ça, donc allez-y, vos blagues pourries, vos pronostics improbables, vos petits messages personnels. Si vous avez une bagnole à vendre, dites-le, les gens pourront le savoir. Donc allez-y, Johan, ton mot de la fin. Alors, lors du précédent podcast, on dit qu'on parlerait du Grand Prix de Samine, on l'a pas fait. Alors, je vais signaler que Rob Wag a terminé 43e de la course. Ah, très bien. Samine, d'ailleurs, voilà. Van Kersbroek, il a éclaté tout le monde. Hein. C'était une jolie course. Ça, c'est annexe. Oui, c'est sûr qu'il faut surtout... Ah, mais Van Kersbroek, attention, je dois bien faire un top 15 à Roubaix. Hein. Si on commence à faire des pronostics sur les mecs qui sont dans les 15 premiers, on va mais bon, c'est la course de l'année quand même. Alors vas-y Adrien, ton mot de la fin. Mon mot de la fin, je mise sur Neysen. Je mise sur Neysen pour une grosse victoire de cette année. J'y crois, il m'impressionne de plus en plus. Donc je crois en lui. Ou un démarre. Mais un démarre, ça ferait exploser le forum, on s'en remettrait jamais. D'accord, effectivement. Théo, le mot de la fin aussi. Moi je vais dire quelque chose de super surprenant de ma part. Je crois en Galopin pour les Flandriennes. Et le mec dont on n'a absolument pas parlé, c'est Roland. Roland, tout le monde s'en balance aussi maintenant. Roland, je sais pas, genre j'ai l'impression qu'il est trop. Il est pas régulier en fait. Il est très fort parfois et parfois. Je remarque quand même quand on est 4, personne n'a son nom qui est venu à l'esprit pendant tout le débat. Hein. Si, moi je l'ai eu, mais je me suis dit j'allais passer pour un gros fan, du coup j'ai préféré pas le dire. De toute façon, j'y crois pas trop justement, donc du coup je pouvais pas le dire. Pas de soucis. Bon, voilà, je pense que c'est donc la fin. Il est temps de se dire au revoir. Moi, je vous donne rendez-vous. Donc, du coup, le prochain podcast est censé être à la fin du mois, là. Donc, on pourra parler justement de toutes ces Flandriennes. On aura au programme Gent-Wevelgem, E3, Dwars-Vlaanderen et bien entendu le Tour des Flandres et aussi le Tour de Catalogne. Donc, rendez-vous à la fin du mois donc pour un prochain épisode. Ciao. Ciao. Ciao.